prononcé par Cabral Libye. Ah, ça veut dire que c'est peut-être pas seulement le problème, c'est Cabral Libye le problème, finalement. Parce que, qu'est-ce qu'on reproche à ce mot, au fond, alors qu'il a été employé par quelqu'un d'autre? Peut-être avant que vous ne vous connectiez, vous êtes en France? Non, je suis en Suisse. En Suisse, mais vous pouvez trouver cet ouvrage. Je vous le suggère vraiment. La construction constitutionnelle du politique en Afrique subsaharienne francophone, c'est Moustapha Ndiaye. Vous étiez là tout à l'heure quand j'ai lu l'extrait. Ouais. Voilà. D'ailleurs, même quelqu'un qui a combattu ça au Cameroun, le professeur Mathias Eriko Onangini, est d'ailleurs encore le premier à rappeler qu'il fut le premier à en parler. Effectivement, il fut le premier dans les médias à parler du fédéralisme de type communautarien. Mais il ne l'avait pas systématisé. Vous savez que c'est en 2024 que le professeur Onangini a publié un ouvrage collectif. En tout cas, il a dirigé les travaux pour un ouvrage collectif qui est intitulé Le fédéralisme communautaire. Peut-être ça a échappé à beaucoup de gens. Mais il a fallu que moi, je le systématise pour que l'université s'en empare enfin. Mais monsieur Djama, encore que moi, quand je vous ai écouté tout à l'heure, vous avez bien précisé, donc c'est même pas la peine d'aller au fond. Vous avez précisé que c'est une observation sémantique. Donc, vous ne me dites pas que vous êtes pour ou contre parce que vous n'avez même pas encore. Ma position est la suivante. Ma position là-dessus est la suivante. Et ça, je l'ai déjà dit. Il n'y a pas un projet qui est à 100% bon. De ce que j'ai suivi, il y a des choses que j'accepte et il y a des choses que je n'accepte pas. Et je pense qu'on ne peut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. C'est pour ça que ce projet, je ne critique pas. Et les gens qui me suivent, je ne critique pas. Mais je dis, le terme communautaire pose un problème. Et s'il n'a pas été mis pour rien, je pense que vous devriez penser peut-être à le mettre entre guillemets. C'est ça ma position. Que je respecte. Mais je vous dirais, hélas, je continuerai d'abord dans le travail pédagogique pour qu'on essaye de se comprendre. Parce qu'en essayant d'approfondir le sujet, j'ai découvert beaucoup de publications sur le sujet, y compris au Cameroun. Il y a le professeur Tago, par exemple, qui est enseignant à l'université protestante à Yaoundé, a fait d'excellents et d'énormes travaux sur la question. Un membre du Conseil constitutionnel, dont je peux faire taire le nom, quand j'ai publié cet ouvrage, et lorsqu'il a vu la controverse, m'a invité chez lui. Je précise, je tais le nom. Et il m'a donné sa thèse de doctorat. Il m'a dit, monsieur Libye, j'ai évoqué cette question dans ma thèse de doctorat, j'ai failli être trucidé le jour de ma soutenance à cause de cette affaire. Et quand vous vous lancez là-dedans, eh bien, allez lire ma thèse, ça va vous aider. C'est à cause de cela que j'ai été reçu par 3 ambassadeurs. L'ambassadeur de Belgique, d'Italie et d'Espagne à un déjeuner. Quand la controverse battait son plein, ils m'ont dit, mon monsieur Libye, on veut vous tuer dans votre pays pour une chose qui se fait déjà dans nos pays à nous. D'ailleurs, j'ai eu le même échange avec l'ambassadeur suisse. Lorsqu'il a essayé de m'expliquer comment fonctionnent les cantons en Suisse, justement où vous êtes. Et ils m'ont dit, un peu comme vous venez de le dire, ils m'ont dit, dans ce qui se fait chez nous, il y a du bon, il y a du moins bon. Donc si vous empruntez à ce qui se fait chez nous, empruntez ce qui est bon, et mettez-vous déjà en tête qu'il y a du moins bon, et prémunissez-vous déjà contre ce qui est moins bon. Ça rejoint un peu ce que vous dites. Il n'y a rien qui soit bon, ou totalement mauvais, mais tout est question d'équilibre et on voit le pour et le contre, ce qui nous rapporte. Moi, pour l'heure, je continue à penser que les effets négatifs du fédéralisme communautaire ne pèsent pas autant sur la balance que les effets positifs. C'est ce que je continue à essayer de démontrer. Et vous n'êtes pas obligé de chercher les précédents ouvrages. Vous pourrez d'ailleurs trouver ce que j'ai vu sur Amazon. Mais je l'ai annoncé tout à l'heure. Vous avez sans doute suivi que dans les 2 ou 3 semaines qui viennent, le prochain ouvrage sera rendu public. Nous avons essayé dans cet autre ouvrage d'expliquer les choses autrement. En fait, à chaque fois, nous écoutons les critiques et les observations, comme celles que vous venez de faire, et nous étoffons nos lectures sur la question et nous essayons d'expliquer encore autrement dans l'expectative que les gens cessent d'avoir peur et comprennent qu'en fait, ça ne divise pas, ça unit. Ça vient en fait relâcher nos énergies plutôt que de voir seulement les guerres qui se profilent, ainsi de suite, ainsi de suite. Maintenant, sur la troisième question, oui, je vous réponds sans embâche. Et j'ai aimé le terme anticiper, le verbe anticiper que vous avez dit. Parce que le bidon d'essence
je ne les ai pas posées avant, je ne les ai pas posées après la publication des résultats par le Conseil constitutionnel. Je les avais posées devant le tribunal pendant que siégeait la commission de recensement des votes. Oui. Et vous comprenez maintenant mon attitude. Moi, je suis de ceux qui pensent, M. N'Djamena, qu'il y a un temps pour mener certains combats. Je l'ai toujours dit. Le jour où moi, Cabral Libye, à l'issue d'une élection présidentielle, si Dieu m'en donne la grâce d'en être encore candidat un jour, j'aurai la preuve de ma victoire. Ça n'attendra pas le Conseil constitutionnel. C'est-à-dire quand le Conseil constitutionnel va s'asseoir, ils auront déjà les preuves de ma victoire. Et je verrai comment, une fois assis, ils diront le contraire de ce qui aura déjà été prouvé sous leurs yeux. Vous comprenez ce que je dis? Il y a une culture de la démission dans notre société qu'il faut combattre. Expliquez-moi, M. N'Djamena. Parce que j'entends dire que les résultats qui ont été publiés par le Conseil constitutionnel sont faux. Et souvent, de la bouche des gens qui disent que ces résultats sont faux, j'entends dire de la même bouche que mes résultats à moi sont vrais. C'est-à-dire que oui, quand il faut se moquer de mes 3%, là, le Conseil constitutionnel a raison. Mais lorsqu'il faut reprendre les résultats de celui derrière qui ils sont affiliés, là, le Conseil constitutionnel a tort. Donc, en d'autres termes, le Conseil constitutionnel a changé les résultats du premier, a changé les résultats du deuxième, et paf, à partir du troisième, il a publié les bons résultats. Ça a du sens, ça? Ça n'en a pas, évidemment. Mais ça, c'est la culture de la démission. Parce que, souvenez-vous, M. N'Djamena, j'espère que vous suivez un peu mon parcours depuis un certain temps. Lorsque nous avons commencé la campagne d'inscription en 2018, nous avons été attaqués. J'aime toujours, pour moi, l'exemple le plus emblématique, c'est M. N'Djamena. Parce que c'est à cause de lui qu'on appelle ceux qui me suivent les cabris. C'est lui, le premier qui emploie ce terme dans une chaîne de télé en disant ceux qui suivent Cabral Libye et qui pensent qu'on peut déboulonner Paul Biya par les urnes ont un problème dans leur tête, c'est vraiment des cabris. C'est comme ça que cette insulte est née, de la bouche de M. N'Djamena. Il a travaillé d'arrache-pied à démontrer que par le vote, personne ne pouvait gagner Paul Biya. Et moi, je me battais comme je pouvais. Je prenais des exemples des pays où, même s'il y a 2 tours, on a pu gagner au premier tour grâce à la participation massive des populations dans l'inscription, dans le vote et dans la surveillance du vote. Curieusement, M. N'Djamena, quelques mois plus tard, ce monsieur se prenait une balle dans la cuisse parce qu'il disait que son candidat à lui avait gagné. Question, mon Dieu. Et après, on m'a dit, mais pourquoi tu ne t'alignes pas derrière lui? Je dis, mais vous voulez que je m'aligne derrière quoi, mon bon sang? Quelqu'un qui a passé le temps à décourager des centaines de milliers de gens à s'inscrire sur les listes électorales, vient maintenant vous dire qu'il a gagné. Par quelle alchimie? Cette inconséquence, M. N'Djamena, je suis obligé de vous l'avouer, parfois me sort de partout. Ça me sort de partout. Restons-en même aux chiffres officiels. Un pays qui veut tant le changement. Des citoyens qui veulent tant le changement, qui écrivent tant sous les directs comme ce que je vois là. On est à plus de 400 000 réactions, parce qu'il y a un tableau en haut qui affiche. 57% de participation. 57%. Au Sénégal, là, où Diomaye a été élu au premier tour, c'est près de 90% de participation. Pour à peu près le même nombre. Je rappelle qu'en 2024, au Sénégal, le nombre d'inscrits, c'était 7,5 millions. Donc, moins que le nombre d'inscrits au Cameroun. Près de 90%, d'ailleurs un peu plus. Je pense que c'est tout de 92% au Sénégal. Vraiment, vous allez vérifier, je ne veux pas me faire taper sur le doigt pour une fausse information. C'est ça le changement. C'est ça le changement. Et tant que nous n'arrivons pas à ce niveau-là, c'est-à-dire tant que nous ne sortons pas de ce que j'appelle l'impuissance apprise, ça ne va pas marcher. Même les actions extrêmes en démocratie ne trouvent leur légitimité que dans leur préparation. Les agissements spontanés ou sur les émotions du moment, c'est difficile de déboulonner des systèmes vieux comme le nôtre sur les émotions et les impulsions du moment.
Sauf si ça dérive très vite, c'est souvent arrivé dans certains cas, ça peut dériver sur des coups d'État, ça peut dériver sur des choses, c'est vrai. Mais là, on est dans le poker. C'est-à-dire qu'à chaque fois, au lieu de bien préparer une chose, on ne la prépare pas. Et puis, on vient faire du poker après l'élection. Et même moi, je ne suis pas un joueur de poker. Je continue à penser que le travail politique, c'est un travail pédagogique. Dans les pays où vous vivez, la Suisse, le Canada et ailleurs, oui, c'est de vieilles démocraties, mais quand vous étudiez l'histoire de ces pays-là, ce que nous admirons aujourd'hui, c'est construit progressivement par de la pédagogie et de l'éducation citoyenne. Et moi, je vous dis, j'ai fait beaucoup de développement parce que vous avez posé des questions, 3 questions d'une certaine profondeur, et je vous dis oui. Moi, si jamais je suis candidat, parce que quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure, est-ce qu'il sera candidat? Si jamais je suis candidat, je me serai toujours donné les moyens, en cas de victoire, de prouver, bien avant que ça n'arrive à Yaoundé au Conseil constitutionnel, que j'ai gagné. Et cette victoire, je ferai en sorte qu'elle soit validée dans la commission départementale pour qu'à mon temps, à Yaoundé, les choses soient totalement claires. Mais si je n'ai pas pu le faire là-bas, et je réponds à votre question, c'est le deuxième aspect, si je n'ai pas pu le faire là-bas, ça arrive au Conseil constitutionnel, là, on proclame, c'est consommé. Et cela, je le dis pour moi maintenant, comme je le dis pour les autres. Nous voilà encore qui allons aux élections. Le PCRN est dans cette élection. Si les gens attendent que le Conseil constitutionnel publie des résultats pour ensuite faire des choses, moi je trouve que ce n'est pas la bonne approche. Il faut déjà aller là maintenant. Voilà les inscriptions sur les listes électorales. Voilà les élections qui vont venir. Le nombre de bureaux de vote, M. Diamant, ne va pas changer. Hein. Comme c'est écart très court, là. Le même nombre de bureaux de vote qu'on a eu en 2025, on l'aura en 2026. Donc au moins, on a eu quoi? 1 an pour que ce qu'on n'a pas pu faire en 2025, qu'on le fasse maintenant. À l'heure où nous parlons là, ceux qui veulent aller aux élections devraient déjà être en train de désigner les gens pour surveiller les bureaux de vote. Parce que le fichier électoral, lui, il est connu. On ne va plus faire le débat de 2025, oh, on n'a pas publié les listes, oh, on n'a pas publié ceci. Maintenant, là, nous tous, nous avons le fichier. Et le fichier des votants, ça ne va pas augmenter extraordinairement en quelques mois. Les inscriptions ont repris là le 1er janvier, ça s'arrête là le 9 février. On n'aura pas reçu 10 millions d'inscrits dans les listes électorales en 1 mois et demi. D'ailleurs, en 1 mois, tout simplement. Et la liste des bureaux de vote n'aura pas changé. Nous l'avons déjà. Et c'est maintenant que nous devons être. Mais plutôt que de faire ça, on bavarde, non? On cause. On cause. On fait comme si on ne sait pas que ça arrive. Tout le monde sait que le corps électoral sera convoqué le 9. Et quand les gens vont ouvrir le débat, non, on est dans un pays, on ne sait jamais quand l'élection aura lieu. Quand je vais dire que c'est faux, on va dire que non, ils travaillent pour le pouvoir. Je dis, arrêtez d'attirer, d'orienter les gens vers des choses inutiles. On sait tous qu'il y a une élection qui arrive. On sait tous que le corps électoral sera convoqué. On sait tous comment ça se passe. Vous voulez gagner, faites-le. D'ailleurs, moi j'ai commencé, et je trouve ça bien, je suis contacté depuis un certain temps par un certain nombre de leaders politiques qui m'insultaient copieusement tous ces temps-ci. Et je suis très heureux. Je leur dis, vous voyez, c'est ça qu'on appelle donc l'inconséquence. Que si un seul instant vous aviez prévu que ce type-ci, on va devoir causer avec lui pour les élections locales, vous ne m'aurez pas insulté depuis 3-4 ans. Maintenant, on parle comment alors? Si je vous demande maintenant de rentrer d'abord sur les plateaux de télé pour demander pardon, parce que comme vous avez dit sur les plateaux de télé, que je suis un pion du régime, maintenant vous m'appelez Bac-Bac, là je parle comme au quartier, vous m'appelez maintenant Bac-Bac pour qu'on fasse des listes. Maintenant vous ne dites pas aux gens que vous êtes en train d'appeler Bac-Bac la personne que vous avez traitée de support du régime, parce que vous aviez besoin de vue, parce que vous aviez besoin, parce que c'est ça qu'apparemment les amitiés que vous cherchiez voulaient écouter, vous l'avez fait. Maintenant pourquoi vous m'appelez? Si maintenant je vous dis que je ne veux pas marcher avec vous, vous rentrerez et vous le direz de face de plus belle que je suis un bandit, mais vous ne direz pas pourquoi. Donc il faut être conséquent, M. Diamant. Il faut être conséquent. Moi je pense que je sais que tout ce que je vous dis là peut paraître pour certains un peu lunatique ou académique ou tout ce qu'on veut,
parce qu'on est dans des environnements d'impuissance apprise où on passe le temps à agir chaque jour, petit pas par petit pas. Mais moi, j'ai été long parce que je m'adresse à un UPCiste et que j'ai une petite idée de ce que c'est que l'UPC. D'ailleurs, vous savez que dans mon projet politique, je suis d'ailleurs dans des problèmes avec des factions de l'UPC là-dessus. J'ai inventé ce qu'on j'appelle l'UPCisme. Peut-être vous n'avez pas lu ça, mais je l'ai dit également. Et j'ai été violent. Les gens que vous avez utilisé ce terme, mais il est bien avant vous. Mais si TEF le permet, j'ai une question, elle est transpartisane. Ça touche la santé. Lorsque l'un de vos élus, je crois il y a 6 ans, a lancé ce qu'on appelle la mutuelle de santé, personnellement, même si on n'est pas du même bord politique et qu'il y a des choses que je n'approuve pas, j'ai été séduit par ce projet. J'ai été séduit par ce projet parce qu'en 2018, si mes souvenirs sont exacts, ou 2019, j'ai fait venir au Cameroun une commission belge, en mes frais, pour faire des propositions au ministère de la Santé sur la couverture santé universelle. Et j'ai eu des échanges très soutenu avec le docteur Fanny, qui était directrice de la promotion de santé, et c'est moi qui lui avais suggéré qu'on ne pouvait pas engager un tel projet sans avoir fait ce qu'on appelle l'analyse actuarielle. Ce n'était pas dans le projet. Et à l'issue de cela, ils avaient lancé un appel d'offres, et après vous savez comment les choses se passent. De toute façon, je n'étais pas intéressé par cela. Mais ce qui m'avait intéressé sur ce projet de mutuelle de santé, c'est que quelques mois avant, j'avais essayé de lancer un tel produit qui avait été stoppé net par la direction de la santé. Et j'estimais que le fait qu'une mairie porte un tel projet, c'était bénéfique non seulement pour les habitants de la mairie, mais ça devait faire tache d'huile parce qu'au Cameroun, nous avons besoin que nos populations soient soignées. Et à l'époque, j'avais alerté sur un Facebook, j'avais alerté certains de vos militants en disant ce que je trouvais comme étant périlleux d'engager un tel projet sans un certain nombre d'analyses, parce que de toute façon, c'est mon métier de faire des analyses actuarielles. Et malheureusement, je n'avais pas été compris. Ça avait été perçu comme une attaque politicienne. Quelques années plus tard, on m'a dit que le projet est arrêté. Ma question, je ne sais pas si vous êtes au courant, ma question elle est tout à fait simple. C'est qu'est-ce qui n'a pas marché pour que ce projet soit à l'arrêt? Et est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis en œuvre pour reprendre un tel projet? Parce que j'estime que c'est un projet qui est au-delà des partis politiques. Moi, je ne combattrai pas un parti politique qui essaye de mettre en place sur le plan communal une proposition qui permet à nos populations de se soigner. Le projet, d'accord, parce qu'il y a des gens qui attendent. Oui, mais attends, c'est ma dernière question. Dès qu'il termine, je laisse. Vous parlez de la mutuelle. Non, le projet est toujours d'actualité. Il a juste mis plus long qu'on ne le pensait. En fait, on est parti sur l'idée que les gens comprendraient l'utilité, comprendraient rapidement et instinctivement le projet. Mais on s'est un peu trompé. Je préfère vous le dire. Parce que, vous savez, ce qui peut paraître évident pour vous et moi ne l'est pas toujours pour le commun de nos populations. Surtout lorsque les gens vivent dans des environnements où ils ont été plusieurs fois abusés, que ce soit par des gens qui viennent parler au nom des pouvoirs publics ou des gens qui viennent avec des initiatives privées. Donc les gens sont sur leur garde et sont plus consommateurs de ce qui leur est donné gratuitement. Parce qu'en même temps, actuellement, ils sont habitués justement à recevoir des ONG qui viennent, des programmes humanitaires qui arrivent. Donc, lorsque vous débarquez avec un truc comme ça, ils se disent que bon, enfin, c'est les députés qui sont derrière, donc forcément, ils vont nous donner des choses gratuitement. Donc, et puis, maintenant, faire comprendre aux gens que non. En fait, la santé, vous l'avez dit tout à l'heure, on ne va pas refaire le sujet, la santé, c'est du prepaid. C'est comme là maintenant. Nous ne faisons ce live que parce que nous avons d'abord mis la connexion Internet. C'est pour cela que nous pouvons parler. Donc, personne ne parle d'abord avant de payer le crédit. Donc, c'est la même chose avec la couverture santé. Ce que vous évoquez, même dans les pays où vous vivez, la santé n'est pas gratuite dans l'absolu.
C'est juste que soit quelqu'un d'autre paye pour vous, soit vous avez déjà payé en fait, en quelque sorte. Donc, et dans nos environnements, c'est quelque chose qui nécessite aussi de la pédagogie, mais comme vous venez souvent, je crois que vous comprenez très bien de quoi je parle. Mais pour revenir à votre question, tout simplement, il n'est pas mort. Si Dieu nous en fait grâce, nous allons le remettre en route, mais cette fois en tenant compte effectivement de la réalité du terrain, quoi. Et ça tombe bien, c'est transpartisan et que ça vous intéresse, le cas échéant, je pense qu'éventuellement on pourra travailler dessus ensemble. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Cabral, président du PCA. Merci. Merci beaucoup de m'avoir accordé ce temps de parole-là. Le but, c'était d'avoir des réponses assez concrètes. Ce n'est pas un débat partisan. Donc, je mets de côté les questions de politique politicienne. Et je préfère m'en tenir à des choses beaucoup plus concrètes. Merci. Donc, merci, UPC. Merci. Merci infiniment. Tu peux descendre, lui, quelqu'un d'autre va monter. On va passer la parole à... L'étoile qui vient de Solange. Je voudrais bien aimer discuter avec Solange qui est là. Je demande au Modo de trouver... Je demande au Modo d'aller trouver l'étoile cubienne qui était là, la première présidente. Voilà, je l'ai vu moi aussi passer là, moi je ne gère pas le bas. Alors, demande au Modo de chercher l'étoile cubienne et de l'amener parce que elle est là. Et après, Solange va parler parce que Padé, mon frère Padé est là, il aura aussi des questions. Après, j'aurai une ou deux questions vers la fin, on va essayer d'aller... c'est vrai qu'il peut aller jusqu'au matin, mais à un moment donné. Maestro, si tu as des questions, arrête de me dire, arrête ça, Maestro. C'est le moment de venir poser vos questions. Il est là, lui-même il dit qu'il a le temps. Donc, Solange, bonsoir. Voilà, bonsoir président, bonsoir honorable. Bonsoir Solange. Oui, vous avez les deux titres, en même temps président et en même temps vous êtes honorable en attendant les élections qui arrivent. Et moi, j'ai vraiment pas beaucoup de questions à vous poser en tant que tel, parce que je voulais vous poser la question sur votre politique en ce qui concerne les femmes. Mais je sais que vous aviez répondu déjà à ça, puisque j'avais écouté déjà votre participation justement à votre point de vue sur la politique et les femmes. Chez vous, vous voulez une parité, vous voulez que les femmes occupent des postes. D'ailleurs, chez vous, les femmes ont la parole. C'est vrai, mais moi, la question que je pose aujourd'hui, vous avez malheureusement, vous n'avez pas été élu président de la République comme nous on voulait, comme tout le monde rêvait, tous les militants du PCRN. Maintenant, la grosse question, c'est oui, il y a des élections qui arrivent, mais là, on se pose la question, est-ce que l'opposition camerounaise, est-ce que le PCRN pourrait apporter un changement quand vous serez élu, parce que je suppose que vous serez élu, dans le fonctionnement de la loi, le changement de la loi au Cameroun, parce que on se rend compte que jusqu'ici, malgré toute la volonté, la loi camerounaise n'a jamais vraiment protégé la femme ni l'enfant. En ce qui concerne la famille, la loi camerounaise n'a pas encore trouvé un plan pour protéger les femmes, pour protéger les enfants. Jusqu'à présent, on a une loi qui est un peu calquée dans notre tradition, ce qui fait que les femmes sont généralement, d'une certaine manière, lésées. Est-ce que c'est possible de changer ces choses plus tard? Est-ce que c'est possible? Ok, Solange, merci beaucoup. Ça appelle des réponses simples. Hein. Oui, bien sûr que nous allons changer tout cela. C'est pour cela qu'il est important, lorsque on aspire à exercer le pouvoir, à penser à l'avance ce qu'on va faire et à le dire de façon structurée, de telle sorte que lorsqu'on arrive, qu'on puisse simplement faire ce qu'on a prévu de faire. Les lois au Cameroun sur la protection de la femme, sur la protection de l'enfant, sont évidemment perfectibles, mais ne sont pas les plus mauvaises qui soient, en fait.
Non, mais elles sont mauvaises. Elles sont mauvaises quand même, parce que quand on voit les lois, quand on voit ce on propose quand même pour les femmes, on se rend compte que les femmes n'ont pas des droits en tant que tels. Par exemple, je parle parce que j'ai reçu des avocats plusieurs fois qui se plaignaient du fait que, par exemple, lorsqu'il y a un divorce au Cameroun, lorsqu'il y a un divorce, par exemple, dans un couple, la femme n'a pas les mêmes droits que l'homme. Au Cameroun, c'est très facile. Ici, je parle de la loi, je parle des droits, je ne parle pas de la vie. Parce qu'il y a des gens qui sont en train de me dire des choses, mais nous, au Cameroun encore, nous avons des situations où pour qu'une femme prouve, par exemple, l'infidélité de son mari, c'est la loi qui est écrite, c'est écrit dans la loi camerounaise, il faut qu'elle attrape 3 fois dans la même position sur le lit conjugal en plein débat sexuel, alors que quand c'est l'homme, il suffit juste qu'il pense et directement, il a le droit de répudier sa femme. Donc il y a beaucoup de petites inégalités comme ça qui font que les femmes parfois se sentent lésées. Alors, je ne remets pas en cause la ferveur qui vous anime. Je suis une femme. C'est pas aujourd'hui que vous avez commencé ce combat, mais pour la question de l'adultère, par exemple, je vous suggère une petite mise à jour, parce que le code pénal qui est en vigueur au Cameroun depuis 2012, donc c'est pas 2012-2016, je sais plus, je crois que c'est 2012. Par exemple, sur la question de l'adultère, a réglé le problème. Donc maintenant, il faut pas que... Avant, c'était ce que vous dites là. C'est-à-dire l'homme, il fallait l'attraper à la maison et pas dehors. Ce n'est plus le cas. Tout comme je pourrais vous dire que l'adultère est désormais pénal. C'est-à-dire que avant, l'adultère pouvait simplement provoquer le divorce. Mais aujourd'hui, l'adultère donne lieu à une peine d'emprisonnement ferme. C'est juste un détail. Je pourrais vous en donner d'autres. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que nos lois, évidemment, elles sont perfectibles. Je dis bien sur la protection de l'enfant, sur la protection de la femme, sur la protection du personne vivant avec le handicap. Nos lois sont évidemment perfectibles, mais le vrai problème de nos lois, ce n'est pas tant leur perfectibilité, c'est leur mise en œuvre, c'est leur application. Parce que le problème, il est ailleurs. La plupart du temps, ceux qui doivent les mettre en œuvre, ce sont les hommes. Ceux qui doivent les appliquer, ce sont les hommes. Lorsque la doyenne d'âge de l'Assemblée est décédée, j'ai fait un message de condoléances et même de reconnaissance de l'affection qu'elle me portait. Et je rappelais dans ce petit message que quelque part avant sa mort, je l'avais représenté dans un caucus de femmes à l'Assemblée nationale où j'ai fait un exposé sur la protection parlementaire de la femme. Et à l'occasion, j'ai échangé effectivement, comme vous, avec beaucoup d'avocats sur les questions de violences faites aux femmes, sur la lourdeur des procédures, la question de la preuve. Donc il y a effectivement, je vous le dis encore, beaucoup de choses à améliorer dans nos lois, évidemment, et ça, nous le disons, nous nous étalons longuement là-dessus dans notre ouvrage, notamment le chapitre sur la protection sociale. D'ailleurs, heureusement, bien que la campagne soit passée, notre site internet de campagne, cabralibi.cm, je crois, est toujours ouvert. Le site est toujours ouvert, et si vous y allez là, tout de suite, vous verrez tout ce que nous disons sur la question. Mais c'est le problème c'est l'application. C'est l'application, et c'est sur ce point qu'il faut effectivement que les choses changent. Mais pour ça, il faut qu'il y ait à la tête de notre État des gens qui ont ce problème à cœur et qui y veillent. Oui, c'est pour ça que je posais la question, est-ce que l'opposition, puisque vous faites partie de l'opposition, peut, par exemple, permettre que cette loi, que cela puisse vraiment passer, et surtout qu'on voie la confirmation, la réalisation dans la vie de tous les jours. Je ne suis pas un grand consommateur d'alcool, mais votre insistance me rappelle le slogan de campagne d'une bière à l'époque au Cameroun. Essayez et vous verrez. Essayez d'abord l'opposition au pouvoir et vous verrez. Donc on ne peut pas faire un procès d'efficacité sur l'opposition alors qu'on ne lui donne pas la possibilité de faire Solange.
Permettez à l'opposition, vous avez déjà essayé un parti politique depuis plus de 40 ans. Ben, écoutez, essayez un autre. Et vous verrez. Et essayez le PCRN et vous verrez. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Et ceux qui sont, oui, et ceux qui sont, non, Tef, s'il te plaît, ceux qui sont en train de dire que c'est un discours féministe, je suis désolée. On sait que, par exemple, dans la population camerounaise, lorsqu'on parle toujours, on dit qu'il y a plus de femmes que d'hommes. C'est ce qu'on raconte souvent, même quand on veut justifier la polygamie au Cameroun, on nous rappelle qu'il y a beaucoup plus de femmes et il y a moins d'hommes, c'est pour ça qu'il y a plus de polygames. Sachant donc aujourd'hui que les femmes sont plus nombreuses, on est vraiment dépassé, on est même parfois même honteux de constater qu'à l'Assemblée nationale, on n'est même pas 30% de femmes à l'Assemblée nationale du Cameroun. Pourtant, il y a plus de femmes. À l'école, lorsque nous allions à l'école, il y avait beaucoup de femmes qui étaient premières de la classe. Dans toutes les écoles où on était, il y avait plus de femmes et plus d'hommes à l'école. Mais qu'est-ce qui se passe qu'en grandissant, avec tous les diplômes que les femmes ont eus, elles se retrouvent toujours à la traîne. Même dans le gouvernement du Cameroun, il y a combien de femmes pour combien d'hommes? Il y a des pays à côté de nous comme le Tchad, le Mali, etc., qui ont plus de femmes à l'Assemblée nationale que les hommes. Donc c'est pour ça que quand les gens disent que c'est féministe, je suis déçu. Je suis désolée, ce n'est pas un discours féministe, c'est un discours normal parce que nous sommes plus nombreuses et nous pouvons faire beaucoup de choses parce qu'il y a des gens qui me disent non, c'est le féminisme. Il fallait aussi que pendant qu'on pose des questions au président aujourd'hui, Cabral Libby, qu'on parle aussi de la problématique de la femme au Cameroun. Solange, merci. Je sais que c'est ton truc. Une fois que tu montes sur un panel, la femme, on sait, tout le monde savait. Tout le monde savait spécifiquement à cette question. Le discours que vous tenez, qu'il soit qualifié d'activiste ou de féministe, a sa place. C'est un discours d'alerte, c'est un discours d'interpellation. Mais une fois qu'on l'a fait, la solution généralement, elle est dans la méthode, elle est dans la pédagogie, elle est dans la sensibilisation, elle est dans l'éducation, la rééducation. Pas dit, mettre ta caméra, pas dit. Vous dites, il y a du vrai dedans, et c'est beaucoup plus profond que ça, parce que les contraintes des femmes sous les pesanteurs qui sont celles de notre société sont particulières. Parfois, pour avoir 50% de femmes sur une liste, c'est pas donné. Hein. C'est pas parce qu'il n'y a pas de femmes. C'est pas parce qu'il n'y a pas de femmes compétentes. Mais parce que les contraintes familiales ou conjugales en éliminent une bonne partie. Les contraintes culturelles en éliminent une bonne partie. Et j'ai envie de dire des contraintes, c'est du ressort du psychologique. Parce que quand j'évoque l'impuissance apprise, je ne l'évoque pas seulement sur les sujets d'ordre électoral. Vous verrez des femmes très bien faites intellectuellement et autres qui s'auto-excluent. Non pas tant parce qu'elles sont incompétentes, mais parce qu'on leur a dit, on a gravé, on a imprimé dans leur psyché que c'est pas pour elles. C'est pour ça que je dis que c'est un problème beaucoup plus profond. Moi, je le vis en tant que leader de parti politique, je le vis. Il y a des assignations sociales que l'on ne détricote pas simplement sur un discours. Il faut de la pédagogie. Donc voilà ce que je peux voir. Merci beaucoup, Président. Moi, c'était ma préoccupation. Je voudrais vous encourager et vous dire que on est toujours avec vous, on vous soutient. Vous nous avez amenés à aimer la politique. Vous nous avez amené à nous intéresser enfin à cette chose-là que nous étions en train de fuir pendant des années et des années. Et aujourd'hui, je pense que nous-mêmes, nous serons prêtes à donner notre voix, pourquoi pas, pour que les choses changent. Merci en tout cas. Merci Solange. Merci Solange. Merci. Paddy, si tu es là, tu mets ta caméra. Sinon, on prend Abdelkarim avec caméra, s'il vous plaît. Si vous n'êtes pas là tous les deux avec caméra, on va vous descendre pour prendre quelqu'un d'autre. On tire vers la fin, quoi qu'il en soit. C'est vrai qu'après, elle a dit qu'il est capable. Mais bon, Paddy ne répond pas. Abdelkarim, caméra, et tu poses ta question. Bonjour, Abdelkarim.
Je suis en train de conduire, c'est pas possible. TikTok va bloquer mon compte. Vas-y. Je sais qui parle, c'est pour ça que je laisse. Vas-y, Abdelkarim, je sais. Tout le monde sait qui parle. On l'a fait descendre. On sait, tout le monde sait qui est Abdelkarim, c'est pas pourquoi vous le faites descendre, parce qu'on le connaît, vous savez qui est Abdelkarim, c'est pour ça qu'on pouvait laisser. Il est en train de conduire, c'est pas pourquoi vous le faites descendre. Alors, s'il n'y a plus personne qui va monter là, moi je voudrais mettre fin, je tire vers la fin, même si l'honorable est capable de continuer avec vous. Je voudrais simplement dire à l'honorable que nous avons attendu, on a eu soif. Vous êtes venu, d'ailleurs c'est moi qui suis en train de mettre fin au live. L'étoile cubienne, est-ce qu'elle est là? Je suis vraiment encore en train d'attendre, est-ce qu'elle va arriver ou pas? Parce que je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi elle n'est pas là. Qui c'est qui est monté? C'est Prince et Saka. Caméra s'il vous plaît, Prince et Saka. Alors, je voudrais peut-être avant, puisqu'on est en... Oui, vers la fin. Je vous lis ce message. Oui. Voici quelqu'un qui était... Bon, je préfère ne pas le lire, passons. Parce que c'est quelqu'un qui a assisté aux travaux de la Commission nationale de recensement de vote et qui est en train de suivre le live et qui m'a donné des détails de ce qui se faisait et qui vont faire objet de polémique inutilement. Mais il confortait simplement l'idée que chaque fois on voulait faire la vérité sur un certain nombre de choses, c'est justement ceux qui se plaignent de l'opacité, qui travaillent à l'opacité. Et il me dit simplement qu'ils ne savent même pas de quoi les gens parlent. Parce que ce qui est dit généralement, et ça c'est important que les gens le sachent, c'est-à-dire que les résultats que vous voyez qui sont proclamés par le Conseil constitutionnel, en fait, et c'est ce qui me rappelle, les gens ont tort de penser que c'est le Conseil constitutionnel qui les fabrique. En fait, le Conseil constitutionnel, la plupart, je vous le dis, c'est ce qui s'est toujours passé, il lit ce qui est venu de la Commission nationale de recensement de vote. Ok, Président, je ne voudrais pas insister. Je voudrais pas insister, Président. Je voudrais pas insister, mais je pense qu'il faut, si vous pouvez le lire, vous le lisez. Il y a une logique. Ça nous fait... On ne va pas faire ça. Il me dit simplement qu'il y a une logique à ce que un parti politique qui a signé le procès verbal de la Commission nationale de recensement de vote félicite celui qui est désigné vainqueur par ce document qu'il a signé. Mais bon, voilà. Passons, ça c'est des détails. On a déjà évoqué ça. D'accord. Monsieur Prince, bonjour. Bonjour, Tef. Merci de m'accepter sur ton panel une fois de plus. Bonjour, monsieur Cabral-Libri. J'espère que vous allez bien. Alors, j'ai 2 commentaires et une question. Le premier, c'est que moi, je suis de la société civile. J'estime que je suis de la société civile. Je me présente en tant que tel. Et j'ai un peu discuté des fois avec TEF pendant les élections présidentielles. Notamment, nous avons longuement discuté sur votre projet de fédéralisme communautaire parce que je représente une communauté. Et je lui avais fait part de la dangerosité, Tef, si tu te souviens, de ce projet politique. Et d'ailleurs, je lui avais dit que c'est quelque chose qui ne jouerait pas en votre faveur, moi en tant qu'observateur de la société civile. Et au final, je pense que j'ai eu raison vu des résultats officiels. Mais je suis revenu après en lui disant que ce que je peux dire, et c'est ce que je dis, c'est un fait, en tant que jeune ici, j'estime que vous êtes le personnage politique de l'année 2025, non seulement de par votre cohérence, et aussi de par du fait que vous êtes resté fidèle à ce que vous avez dit. Et d'ailleurs, je découvre ici aujourd'hui que vous l'aviez dit lors du meeting de Kola Famba, je pense, que les résultats qui sortiront des urnes, vous allez, donc ça prouve que vous êtes un homme cohérent, qui reste fidèle à ses convictions et à ce qu'il dit, surtout, ce qui est très rare en politique. Donc, maintenant, ma question, c'est plus une interrogation. Nous sommes à l'approche des élections législatives et je vous ai entendu dire, parce que j'écoute le live depuis le début, que votre parti politique, le PCRN,
va prendre part à cette élection. J'ai aussi entendu la question d'un de vos camarades de parti, qui était d'ailleurs la mienne, hein, sur le modus operandi. Alors, comment est-ce que les listes sont composées à l'intérieur du PCRL? Et j'ai découvert, ce que je ne savais pas, qu'au final, vous avez une primaire à l'intérieur qui désigne donc la tête de liste dans vos partis. Et c'est ce qui a fait en sorte que dans le Vouri, qui est le département dont je suis originaire, on trouve une personne qui a été tête de liste, qui n'est pas originaire de la région du Vouri. Et comme vous êtes un homme politique qui a une certaine cohérence et qui essaie de tirer les leçons des échecs du passé, je pense que aujourd'hui nous avons vu, 7 ans plus tard, que le choix de cette candidate a été peut-être pas une bonne chose, du moins pour nous les gens du Vouri, parce que vous, il me souvient, je vous ai quelquefois vu participer à la fête du Bondo, hein, de façon physique, de venir vous-même physiquement, mais de souvenir les 7 dernières années, vos élus dans le département du Vouri n'ont jamais participé à cette fête qui est d'ailleurs la fête qui rassemble toutes les populations vivant dans la ville de Douala, quelles que soient leurs origines culturelles. Donc, nous avons vu la même candidate, les gens de votre parti, participer à des projets de développement dans des régions autres que celles du Vouri, alors que sont censées être des personnes qui doivent représenter d'abord les intérêts du Vouri, notamment à l'Assemblée nationale. Donc, le problème que nous, société civile, nous avons aujourd'hui, et surtout autorités traditionnelles pour le coup, est-ce que vous, en tant que président de ce parti-là, allez veiller à ce que, notamment dans les primaires ou même dans les modus operandi de choix de tête de liste et même des personnes qui représenteront votre parti aux prochaines élections, que dans nos circonscriptions, que nos enfants, que nos fils y soient représentés, mais pas pour des postes de représentation, juste pour la forme, je dirais, mais qui puissent effectivement occuper des postes représentatifs, c'est-à-dire être eux-mêmes les premiers députés, les premiers maires, et non des adjoints ou juste des figurants. Quel est le processus que vous allez mettre sur pied, ou alors quelle est la stratégie de votre parti? Parce que c'est la question qu'on se pose. Parce que nous voulons bien envoyer nos enfants militer dans votre parti, ou alors même peut-être vous voter lors des prochaines échéances. Qu'est-ce qui rassure les populations vouriennes, pour le coup, les populations Sawa, parce qu'on se pose l'ensemble de ces questions dans le Grand Sawa. Moi, en tant que jeune Sawa aujourd'hui, qu'est-ce qui va me rassurer que dans les prochaines élections législatives, les Sawa auront une place de choix dans le PCRN et non une place de position ou alors une place de représentativité pour dire oui, mais regardez, il y avait 4 et dans les 4, il y avait 2. Mais au final, c'est les 2 autres qui ont eu la place. Ça, c'est ma première question. Merci. Moi, je dois vous dire quelque chose. C'est même un rappel que je vais faire. Lorsqu'on a adopté le code, la loi sur les CTD, les collectivités territoriales décentralisées, c'était en décembre 2019. Et que nous avons découvert que dans cette loi, il était dit que le président de région devait être un ressortissant de la région. J'ai été l'un des premiers à l'époque à féliciter cette avancée. Et je me suis d'ailleurs fait trucider par ceux qui étaient contre, mais c'est de bonne guerre. Donc, si on a pu décider que le président de région soit le natif de la région, on peut même décider aussi que le maire d'une commune soit le natif de cette commune. Ce ne sera que cohérent. Tout à fait. Ce ne sera que cohérent. Ce ne sera que cohérent. Maintenant, cela n'empêchera justement pas que les autres qui ne sont pas natifs soient dans les listes. Donc, soit dans le conseil municipal, comme cela, pour la loi sur les CTD, n'empêche pas que les natifs, d'ailleurs, soient dans le conseil régional.
Non, moi je vous dis tout de suite que je suis d'avis. Au niveau des députations, ça pourrait même arriver aussi à cela, que le natif, la tête de liste aux députations soit natif de là. Pourquoi la tête de liste aurait une place prépondérante ou importante dans cette approche? Parce que dans le cas des partages, c'est souvent la tête de liste qui passe d'abord. D'abord, tout à fait. Voilà. Donc moi, je suis totalement d'avis qu'il en soit ainsi. C'est-à-dire que cela soit adopté ainsi. Et je peux vous dire que si moi, j'arrive demain à décider, je serai très aisé de le faire. Parce que cela ne sera fait injustice à personne, en fait. Mais il faut donc que nous sortions de l'hypocrisie, que les gens affichent chaque fois que j'invoque le fédéralisme communautaire. Au point que le fédéralisme communautaire a été pourtant combattu violemment par quelqu'un de votre communauté, qui se bat aujourd'hui pour ce que dit le fédéralisme communautaire. Allez chercher la cohérence dans tout ça, oui, mais je compte pour vous. Pour que lorsqu'il affiche ces incohérences, que vous montiez donc aussi au créneau pour lui dire, c'est ce que j'appelle inconséquence. Hein. C'est ce que j'appelle inconséquence. C'est-à-dire que lorsque je dis une chose qui est pertinente, et que vous savez que la chose est pertinente, mais vous la combattez pour d'autres raisons, parce que vous avez un problème personnel, parce que vous voulez régler des comptes politiques, vous combattez la chose. Vous oubliez que vous avez de l'audience quand vous combattez la chose. Et puis après, vous revendiquez la chose. Et vous voulez que moi, je vienne vous soutenir. Pourquoi? Pourquoi je me sentirais obligé de le faire? Ce n'est pas une priorité pour moi. Parce que justement, le problème se pose davantage chez vous que chez moi. Vous croyez que dans l'Union économique, il y a un problème sur qui sera tête de liste? Allez donc mettre quelqu'un d'autre qu'ambassade des États là-bas. Et on verra bien. Allez mettre tête de liste donc à Ezeka. D'ailleurs, n'allez même pas chercher loin. Prenez comme tête de liste à Ezeka quelqu'un qui vient même de la commune d'à côté. Encore que ça se fait même déjà à Ezeka, parce que le maire, avant le maire Tchok actuel, qui était maire d'Ezeka, n'était pas natif d'Ezeka, il était natif de Ngokmakubi. Mais je peux vous dire, moi qui suis natif d'Ezeka, que ça a été une pilule que l'UPC a eu de la peine à faire avaler aux natifs d'Ezeka. Donc, moi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, M. Isaka? C'est que les gens, c'est ça, c'est M. Isaka? Oui, tout à fait. Voilà. Les gens affichent une forme de répulsion pour une chose qui est pourtant vécue dans votre quotidien tous les jours. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Monsieur Libi, si vous me permettez sur cette question, juste, c'est pas que ça dans le fédéralisme communautaire. C'est tout ce qu'il y a à côté. Ce n'est pas que ce point-là. Ça, c'est un point. Donc, ne profitez pas de ce point pour dire c'est l'ensemble du contenu du fédéralisme communautaire qui dérangeait en ce moment. Ce n'est pas le point sur l'autochtonie ou alors l'élection des autochtones, non. C'est tout ce qu'il y a à côté ou alors derrière cela qui nous dérangeait. D'ailleurs, j'en ai discuté longuement, je vous le précise, avec Tête Chaleur sur mon panel pendant 2 jours. Bon, mais puisqu'on est sur un panel, dites-moi une chose qui dérange. Non, ça va nous dévier de la question centrale. J'attendais que vous chutiez dessus. Je vais répondre à votre question centrale, c'est-à-dire comment le PCRN va faire pour préserver les intérêts des autochtones. Voilà votre question centrale, non? En réalité, oui, tout à fait. Dans la désignation des têtes de liste, je vais vous répondre. Donc, je n'ai pas oublié la question. Ne vous en faites pas. Même s'il y a déviation, je reviendrai. Mais moi, je voudrais que vous me disiez. Permettez-moi, président. Owan Wenge Wangan Topo. Baïse Mwede Adai. Onyamira. Yana Opejita. Wenge Mwede Baïse Mwede Manda Jainika. Donc voilà qui est assis. Poser des questions. Qu'est-ce qui a dérangé? Il a dit qu'il a tout le temps. Moi, je te donne même 5 minutes si tu veux. Pose des questions sur le fédéralisme communautaire, sur les législatives qui arrivent. Pose la question. C'est très intéressant. Je vais traduire pour ceux qui ne comprennent pas, parce que nous avons tous nos compatriotes ici. Tel Chaleur est en train de me demander de poser les questions au président Libi directement, puisqu'il est là, et de ne pas fuir. Parce que justement, nous avions fait un très long panel à ce sujet, et j'avais posé plein de questions. Donc, il me demande de poser les questions à M. Libi directement.
Alors, M. Bibi, moi, il y a quelque chose qui m'a dérangé. J'ai posé les questions à vous, il y en avait 8, je pense. Je leur ai demandé, moi, je ne sais pas qu'est-ce que c'est le fédéralisme communautaire. Et aucun d'entre eux n'a pu véritablement m'expliquer ce que c'était. Et nous avons fait quoi? Nous nous sommes mis à un exercice ce soir-là. Nous avons ouvert votre site internet, d'ailleurs que vous avez donné ici tout à l'heure, et on a commencé à lire point par point les questions. Alors il y a plein de choses qui me reviennent à l'esprit. C'était notamment comment est-ce que vous allez faire pour nommer ou alors voter la personne qui doit être le président des régions. Ça, c'était l'une des choses. La deuxième chose, comment est-ce que vous organisez dans l'effectivité, justement, le découpage administratif? Vous avez d'ailleurs fait 2-3 erreurs tout à l'heure, mais je ne vais pas en revenir sur comment est-ce que vous allez faire ce découpage. Et il y avait une autre chose, c'était l'autonomie de ces régions-là. Parce qu'il n'y avait pas les chiffres, déjà, c'était très flou. Personne n'avait donné le véritable nombre de chiffres. La deuxième fois, c'est, vous parliez de régions autonomes, un tef chaleur de mémoire, si je ne me trompe pas. Vous parliez de régions autonomes décentralisées. Et je demandais, mais ça signifie quoi une région autonome? Et quelle va être son autonomie? Est-ce que son autonomie va être la décision sur les questions monétaires, sur les questions souveraines, ou alors juste dans la prise de décision de ce que vous avez appelé tout à l'heure, marché public, décider des routes, décider des choses que le conseil régional décide déjà en théorie, ou alors ça va être une autonomie totale et complète, comme aux États-Unis ou ailleurs, où un État peut directement décider ou alors négocier des contrats avec des entreprises étrangères ou même des entreprises locales. Comment est-ce que le mécanisme de transfert de fonds, c'était, pour ça je dis, il y a plein de questions qui nous avaient dérangés. Et je vous répète, M. Bibi, en vous regardant droit dans les yeux, aucun de vos partisans n'a pu nous répondre ce jour-là avec précision. Donc c'est pour ça que j'ai dit, c'était très gros, et il y avait plein de questions qui nous dérangeaient, on n'avait pas eu de réponse claire ce jour-là. Ok. Ah ben vous savez, vous voyez, notre déviation me permet de mieux capter. En fait, c'est ça le but du jeu. Hein. C'est pas de faire des savants ou de donner l'impression qu'on a réponse à tout et que dès qu'une question va être posée, on va trouver la réponse. L'échange me permet de capter quelles sont les interrogations qui sont les vôtres. Et cela nous instruit aussi sur la façon dont nous devons modeler le message pour que vos interrogations trouvent des réponses. Je voudrais que vous compreniez pourquoi. Alors, je réponds d'abord à votre question et je viendrai donc à ces interrogations. Sinon, moi, je reviens donc d'abord à votre question centrale. Jusqu'ici, le choix qui était le mien en tant que leader du parti, c'était la démocratie. C'était la démocratie. Maintenant, je pense que maintenant que nous allons aux élections locales, il faut que justement nous donnions plus de contenu à notre propre idéologie. C'est ce que je pense. En allant à ces élections, s'il faut donner plus de contenu à notre propre idéologie. Parce que moi, je reste convaincu, M. Essaka, que personne ne peut aimer le village de quelqu'un plus que lui-même. C'est ma conviction profonde. Et que chacun d'entre nous a un village. Le reste n'est que histoire qu'on raconte. Il n'y a plus de migration de population. Il y a des centaines d'années, on peut dire que les gens n'avaient pas de village. Parce qu'aujourd'hui, les gens pouvaient être ici. Après, ils décident de se déplacer et ils vont là-bas. Ça, c'est terminé. Il n'y a plus ça. Même les Bororo, réputés nomades, ne le sont plus. Même les Bororo se sont sédentarisés actuellement au Cameroun. Tout à fait. Donc, le nomadisme, c'est terminé. Les migrations de peuplement, c'est terminé. Donc, désormais, c'est une forme de fin de l'histoire, dirait quelqu'un d'autre chose. Désormais, chacun d'entre nous a un village. Et lorsqu'il faut que quelqu'un défende les intérêts de son village, ou que les intérêts d'un village soient défendus, il faut que ce soit quelqu'un de ce village qui porte cette défense. C'est pour ça, c'est ce que nous disons dans notre projet. Et là, vous allez vous rendre compte que
cette question ne se pose véritablement qu'à Douala et à Yaoundé. En fait, j'ai même envie de dire qu'à Douala. Parce que les 7 maires de Yaoundé. Exact. Merci le fond du problème. Si moi je le dis, on va me traiter de tribaliste. C'est bien que vous le dites. C'est très bien. Est-ce que nous sommes entièrement à part? C'est 7, effectivement. Est-ce que nous sommes à part entière dans le Cameroun ou entièrement à part? Exactement. Les 7 maires du Foudi sont originaires du Foudi. La tête de liste. Parce que le Foudi, c'est une liste de 7 noms. Le Foudi. C'est une liste de 7 noms. Parce que là-bas, Douala, c'est différent. Douala a été saucissonné en 3 circonscriptions. Mais le Foudi, c'est une seule circonscription de 7 députés. La tête de liste dans le Foudi est du Foudi. Je parle du parti au pouvoir. Hein. Oui, bien sûr. Parce que c'est eux qui ont gagné là-bas. Et le Foudi. Mais cela n'empêche pas que dans la liste, il y ait que cette liste soit représentative des autres communautés qui sont à Yaoundé. Et moi, je pense que c'est la même chose qu'il faut faire à Douala. Je ne vois pas pourquoi on fait ça partout, sauf à Douala. Moi, je veux qu'on m'explique pourquoi on ne fait pas ça à Douala. Moi, je veux qu'on me dise. Voilà. Pourquoi on ne fait pas ça à Douala. Si on me dit pourquoi on ne fait pas ça à Douala, je comprendrai. Parce que si on me dit que Douala abrite toutes les communautés du Cameroun, je dirais que c'est la même chose à Yaoundé. Mais M. Libi, sans vous interrompre, sans vous dire pourquoi on ne fait pas, vous, au PCRN ou les autres partis. Mais je suis en train de vous dire que cette année, c'est vers ça que nous allons. C'est-à-dire que jusqu'ici, c'était dans notre projet politique. Et je pense qu'il faut même que nous-mêmes, nous passions à l'acte. C'est-à-dire que nous-mêmes, que nous le faisions, que nous le fassions dans notre propre parti politique. Le dire, ce n'est qu'une question de cohérence. Parce que moi, le régime spécial qu'il y a à Douala, moi, m'a toujours interrogé, en fait. Il m'a toujours interrogé. Maintenant, une fois que je vous dis quelle est l'orientation que je vais donner, mais je vous dis encore que je crois beaucoup à la démocratie. C'est même peut-être un tort. Je crois beaucoup à la démocratie. Donc, une fois que je donne une orientation, je suggère une orientation, je dirige un parti qui a des instances décisionnelles, je ne décide pas ça. L'approche démocratique que nous avons eue en 2020, c'est une approche que nous avons décidée consensuellement. L'approche que nous aurons en 2025, c'est une approche encore qu'au sein du parti, nous allons devoir définir consensuellement. Mais moi, je vous dis déjà en tant que président, ce que je vais suggérer. Et puis le reste, parce que si vous vous intéressez au PCRN, vous devez savoir que nous avons mis en place déjà des commissions qui reçoivent les listes et des commissions qui vont travailler à faire des arbitrages, des commissions, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc lorsque le moment viendra, voilà l'orientation que moi je donnerai, qui, de mon point de vue, épouse mieux l'offre politique qui est la nôtre. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'attendre d'arriver au pouvoir pour appliquer notre offre politique. Même maintenant, on peut déjà commencer. D'ailleurs, même la façon de segmenter le parti. Dans l'avenir, au prochain congrès, je vais proposer que les démembrements de notre parti épousent la segmentation du pays telle que nous la pensons. C'est-à-dire que nous puissions même déjà le faire avant d'arriver au pouvoir. Et j'ai trouvé là la transition pour arriver à vos 3 questions. Vous avez posé la question sur les frontières des régions. Comment on va délimiter les régions? Mais je vous réponds tout de suite. Première chose, ce sont les départements actuels que nous allons transformer en régions. Est-ce que jusque-là on se comprend? Donc on se retrouve à 58 régions. Notez bien, surtout vous du PCRN, parce que c'est vous qui avez des problèmes. Exact. Merci. On se retrouve à 58 régions. Premier exercice, 58 régions. Merci, monsieur Bibou. Une fois que nous aurons transformé tous les départements en régions et que nous aurons 58 régions, nous allons donc commencer la phase 2. C'est un autre exercice. Non, juste avant qu'on y arrive, monsieur Bibou, quel est le statut juridique de ces régions? Le statut juridique, c'est un démembrement de l'État. C'est une État unitaire ou elles sont des régions autonomes, comme vous l'avez dit dans votre programme. C'est une circonscription. La région sera une circonscription administrative. Je vous réponds sur le statut juridique. Parce que
sortons de la sémantique. La région, c'est le nom qu'on donne. Ici, canton, là-bas, ça dépend des langues. Mais c'est une circonscription administrative qui sera même aussi une circonscription électorale parce que nous sommes dans la décentralisation. Donc, ce sera aussi une collectivité territoriale décentralisée. On est d'accord jusque-là. Et c'est cette collectivité territoriale décentralisée que nous appelons donc RCA, Région communautaire autonome. Donc, elles sont autonomes. Merci pour la réponse. Donc, autonome. Et l'autonomie ne signifie pas indépendance. D'ailleurs, j'ai l'habitude de dire, et je l'ai écrit dans le livre, l'autonomie responsabilise, l'indépendance divise. Je répète, l'autonomie responsabilise, l'indépendance divise. C'est comme votre enfant à la maison. Quand vous autonomisez votre enfant, vous le responsabilisez. Vous le rendez capable de se prendre en charge. Mais si vous le rendez indépendant, c'est qu'il ne dépend plus de vous. Il ne dépend plus de la famille. Il se coupe de vous. Si vous avez compris cette illustration, vous avez tout compris. Oh là là. Est-ce que je suis toujours écouté? Oui, nous vous entendons, monsieur. Voilà. Donc, autonomiser, c'est décentraliser. Décentraliser, c'est transférer des compétences. Et c'est une autre donc de vos questions. Quel est le volume des compétences transférées? Ça aussi, mais je crois que vous avez compris, il faut que je finisse sur les 58. J'ai dit, une fois que nous avons 58 régions, nous commençons donc à agglomérer des régions qui sont sociologiquement et anthropologiquement affinitaires. Allons sur des exemples concrets. Puisque vous êtes, vous, Sawa, n'est-ce pas? Tout à fait. Mettons un arrêt sur ce point. Le mot Sawa désigne quoi? Une ethnie? Non. Et ce mot désigne quoi? Alors, justement, ça revient à ce que je vous ai dit. Vous avez fait quelques petites erreurs tout à l'heure au début. Les chefferies traditionnelles sont d'abord territorialement compétentes. Ça n'a rien à voir avec le degré de commandement ou de superposition de tradition. C'est des territoires définis. Et elles sont classifiées en fonction de 1, l'étendue du territoire et 2, la population. Donc, ça signifie... Attends, mais j'y viens. Steph, j'y viens. Il faut le laisser, il répond. Je suis en train de lui répondre. C'est un live pédagogique, Steph. On parle à 800 Camerounais, donc on est là pour que les personnes qui nous écoutent apprennent. Ok. Donc, Sawa, c'est un espace géographique qui rassemble des peuples qui ont en communauté l'histoire, l'ancestralité, la culture, la spiritualité et pour certains, la généalogie. Pas pour tous. Donc, c'est un espace géographique bien délimité. C'est pour ça que nous partons donc, nous disons, le peuple Sawa, c'est un peuple qui part de Kampo à Manfi. C'est-à-dire, nous avons dessiné le territoire Sawa. Et dans ce territoire Sawa, donc, sous la forme du Cameroun actuel, nous nous retrouvons dans 5 régions et non 4, comme certains le pensent. Et nous nous retrouvons dans près de 10 départements du Cameroun. Donc, quand on parle du Grand Sawa, et c'est quelque chose dont je parle d'autorité parce que je suis le fils de celui qui a créé cette première association en 1998, le Grand Sawa, nous avons sillonné donc l'ensemble de ces départements et nous avons pu donc déterminer là où elle se trouve. Donc, elle se trouve dans 10 départements aujourd'hui du Cameroun et dans 5 régions que je vais nommer ici pour la pédagogie. La région du Sud actuelle, la région du littoral actuel, la région du centre actuel, la région du sud-ouest actuel, et même donc, pour terminer, la région de l'ouest actuel. Et ça, beaucoup de gens ne le savent pas. Beaucoup de gens ont tendance à penser, et c'est ce que vous avez dit d'ailleurs tout à l'heure au début de votre propos, que dans l'ouest, il n'y a que le Nil qui fait 50% et le reste, les Bamileke. Non. Dans l'ouest, nous avons aussi des Sawa qui se retrouvent,
notamment à Sanzo et à Kekem, où vous retrouvez des peuples Mbo qui sont les cousins de tous les autres peuples Sawa. Donc, voilà les 10 départements dans lesquels vous retrouvez le peuple Sawa. Dans le centre, pour ceux qui ne le savent pas, vous, monsieur Libi, vous êtes un Sawa dans le Nyon Ekele. Parce que le Nyon Ekele est Massa en majorité, Ipo en autre partie, et Bati en autre partie, qui sont donc les peuples centraux de ce grand groupe qu'on appelle les Sawa. Ok. Merci beaucoup, et je viens d'ailleurs de beaucoup apprendre. Et vous venez de me donner un élément supplémentaire que je vais ajouter désormais dans ma démonstration. C'était le but. En fait, à partir de votre démonstration, d'abord vous avez répondu à ma question. Le mot Sawa ne désigne pas une ethnie, mais le mot Sawa désigne bien une communauté. C'est bien cela? Tout à fait. Voilà. Donc, deuxième chose, cette communauté est pluriethnique. C'est ce que nous, on appelle donc communauté. Principalement, c'est un ensemble pluriethnique. Parce qu'en fait, au Cameroun, mais je ne vous apprends rien, l'ethnie désigne la langue que nous parlons. Je suis Bassa parce que je parle Bassa. Un tel est Tupuri parce qu'il parle le Tupuri. Mais le Bassa, bien que parlant le Bassa, se trouve en affinité sociologique avec quelqu'un d'autre, qui est, par exemple, le Bakoko. Le Bakoko, c'est une autre langue. Mais la particularité, par exemple, avec le Rassor, qui est dans la famille Mpo, c'est que, ou le Babimbi, qui est à Edea, c'est que nous avons, je vous vois rire parce que vous les mettez dans la grande famille Sawa. Mais vous verrez que ce qui lie tous ces gens, c'est par exemple l'Ongornituba. C'est ce que je dis toujours, par exemple, aussi du peuple Béti. Dans le peuple Béti, le mot Béti ne désigne pas une langue, mais désigne une communauté. Mais là-dedans, vous avez les Wondo, vous avez les Ton, ainsi de suite. Le mot Bamileke ne désigne pas une langue, il désigne une communauté. Vous avez le Bafoussam, vous avez le Bangante, vous avez le Bafang. Donc, pour revenir à la question de la délimitation géographique, je vous dirais que en créant la région Sawa, selon les informations que vous venez de me donner, je passe immédiatement de 58 régions à 48. Parce que 3, tout à fait. Parce que 10 des régions que je viens de prier sont affinitaires par l'histoire, par la généalogie, par tout ce que vous avez énuméré. C'est ça qui en fait une communauté. Et on ne déplace personne, parce qu'il faut le préciser. On est dans le prolongement géographique. Donc ce n'est pas parce que désormais le Sawa de Douala, de Vouri, est dans la même région avec le Sawa de Limbe, qu'on aurait dit quelqu'un. Ou du Nyon Ekele, comme vous. Ou du Nyon Ekele. Parce que le Sawa que vous allez chercher au Nyon Ekele, en fait, vous le trouvez comment? En passant par la Sanaga maritime. Parce que c'est des migrations. Vous faisiez même partie de la grande Sanaga maritime à l'époque. Mais bien sûr que ça s'appelait la grande. On vous a juste que vous cherchez, vous irez le trouver là, dans le Nyon Ekele. Mais où? Juste même à la frontière avec la Sanaga maritime, dans le prolongement de Mosondo, par exemple. Donc jusque-là, vous ne déplacez personne. Et c'est exactement ce que nous disons. Alors, imaginez, Monsieur Essaka, que l'exercice d'agglomération de 10 régions Sawa que nous venons de faire, que nous le fassions avec la communauté Bouti, que nous le fassions avec la communauté Bamileke, que nous le fassions avec la communauté Tikar, qui, un peu comme vous, se retrouve en contiguïté entre 4 régions. La région de Ndonga Mountain, dans le nord-ouest, la région de l'ouest, à Makba, dans le Noun, la région du centre, en Gambetika, et la région. Donc, vous, et la région de la Damawa, c'est Banki, m'a fait. Oui, la Benganga. Voilà. Donc, dès que vous avez fait cet exercice, et même dans le centre avec les Bafias, monsieur. C'est toujours dans le prolongement géographique. Tout à fait. Parce que justement, on oublie que
que les Bamoun, en fait, les Bafia, les Bamoun, les Sons du Nord-Ouest sont du même ancêtre. Tout à fait. Donc, pour vous dire que je ne sais pas pourquoi les gens refusent cet exercice. C'est un exercice consensuel, attention. Il faut préciser que ce n'est pas un truc que tu te lèves comme ça, tu fais comme ça. Et on ne le fait pas pour le fun. On fait ça parce qu'on recherche quelque chose. Parce que le jour où vous aurez reconstitué la région Sawa, nous ne nous arrêtons pas sur les broutilles. Vous avez reconstitué une puissance. C'est notre combat. Quand vous allez dire non au Sawa, maintenant vous avez une région. Vous êtes même en compétition avec les autres régions. Donnez le meilleur de vous-même. Les compétitions régionales, on les a en Espagne. Personne n'en meurt. Tous les ans, d'ailleurs, on fait des classements. Il y a des rankings. Donc, alors les Sawa, vous êtes le peuple de l'eau. Développez-nous une économie, on va dire l'économie de l'eau, on va la donner aux Sawa. C'est même pas qu'on va la leur donner. C'est quelle langue, tout simplement. C'est que si vous voulez créer une université de pêche, sur une université de sciences halieutiques, vous irez la mettre où? Évidemment là-bas. Si vous voulez développer l'ingénierie du poisson, vous le ferez où? Là-bas. Même chose. Vous voyez que vous allez construire un pays qui va décoller avec une puissance incroyable du point de vue économique, du point de vue sanitaire. Imaginez un seul instant, M. Etsaka. Vous n'imaginez pas, mais vous le savez très bien. Pendant le Covid, chacune de nos communautés a combattu le Covid avec quoi? Ses propres recettes. Il y a même des noms qui sont sortis du lot. Vous alliez chez les Bétis, vous trouviez le Moulbetara. Vous alliez au nord, vous trouviez une potion à base de mine, ainsi de suite, de nimier, enfin de sève de nimier, ainsi de suite. Donnez la possibilité à chacune de ces communautés d'industrialiser ce savoir-faire. Vous aurez une économie du médicament qui va rivaliser avec l'économie indienne et chinoise dès le lendemain. Les gens partiront du monde entier pour venir chercher les recettes que nous avons chez nous. Ouvrez le volet culturel, ouvrez le volet agricole ou agroalimentaire. Vous n'imaginez pas les richesses qui sont enfouies dans nos cultures. Voilà l'objectif recherché. Moi, je vois des gens sur les choses, tel va combattre tel, tel n'ira pas chez tel ne va pas faire ceci chez tel. On est sur des choses inventées pour nous éloigner, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Parce que, croyez-moi, M. Etsaka, si j'avais été colon, je me serais empressé de vous diviser pour que vous vous détestiez et pour que moi je reste maître de vous. Parce que figurez-vous un seul instant que lorsque les colons sont entrés pour nous soumettre, s'ils avaient trouvé que toutes nos communautés communiquaient entre elles et avaient développé une stratégie militaire qui intégrait les spécificités guerrières de chacune de nos communautés, vous pensez vraiment qu'on aurait été battu? Je ne le pense pas. Mais c'était beaucoup plus facile d'ériger des barrières entre les gens et de vaincre ceci par poche, par poche, par poche, par poche. Donc je l'aurais fait moi aussi si j'étais un stratège militaire. Mais c'est à nous aujourd'hui d'avoir le courage de sortir de cela. L'objectif donc de tout cela, c'est quoi? C'est de fédérer. Quand vous me dites l'autonomie, on va finir par là. Non, on va finir par le vote des présidents, mais on ne revient même pas là-dessus. Parce que, attention, ce n'est pas parce qu'on prend la direction d'un pays qu'on change tout ce qu'on a trouvé. Si en prenant le Cameroun, on trouve que le président de région, il y a une loi qui dit que le président de région doit être originaire de sa région. Est-ce que c'est parce qu'on aura désormais 30 régions que cela doit changer? Non. Donc moi, je dis à cette question, vous et moi, on y a répondu. Sur la question de l'autonomie, tout est question de degré. Partout ailleurs où les autonomies se passent, généralement, on sait que l'État central reste avec les questions militaires, les questions de nationalité, les questions de sécurité, disons-le globalement, sécurité à l'extérieur, sécurité à l'intérieur. Mais sur les autres questions qui sont d'ordre économique, qui sont d'ordre social, honnêtement, dites-moi, M. Etsaka, je vérifiais l'autre jour en achetant, mais je l'ai ici devant moi. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Ce calendrier est le calendrier de nous tous, c'est 2026. Mais je l'ai pris quelque part en France. Je ne sais même plus où. Et j'ai vu que, par exemple, les congés, on est en février. En février, ceux qui prennent le congé, 2 semaines de congé en février, ils
il y a Besançon, Bordeaux, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, Limoges, Lyon et Poitiers qui sont en congé du 7 février au 22. Maintenant, Aix-Marseille, Amiens, Lille, Metz, tout ça, eux, ils sont en congé du 14 au 28. Et ceux qui sont à Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles, eux, ils sont en congé du 21 au 8 mars. Ça prouve qu'on est dans le même pays, mais tout le monde ne va pas en congé au même moment. On est dans un pays qu'on appelle la France, dit-on que nous tous nous avons imité. Quand tu dis aux gens au Cameroun que, mais attendez, même les congés, on les calibre sur les réalités de chaque région. Une région où il pleut, une région où il ne pleut pas au même moment où il pleut chez l'autre, une région où il est difficile d'aller à l'école parce qu'il fait trop chaud. Les gens ne sont pas obligés d'aller à l'école en ce moment-là. Ailleurs, on peut aller à l'école, ainsi de suite, ainsi de suite. Parce qu'on doit pouvoir construire nos comportements, l'État, sur nos réalités. Et c'est en ce moment que nous serons le plus productifs. On nous a inscrits dans des choses standardisées. Pour le colon, c'était normal. Il fallait que toutes les colonies se ressemblent. On fait la même chose pour tout le monde. Comme ça, on manage de Paris tout le monde comme on veut ou de Londres comme on veut. On est indépendant. Ayons quand même le courage de nous assumer et de nous penser nous-mêmes par rapport à nos réalités. Vous voyez donc, mon frère Essaka, que dans ce que je viens de dire là, où est-ce que l'un va tuer l'autre? Où est-ce qu'on va chasser quelqu'un pour qui... J'ai appris que dans le fédéralisme communautaire, si quelqu'un a une boutique à Douala, on va lui dire ferme ta boutique. Dans un pays qui applique le fédéralisme communautaire, qui est l'Espagne, les Madrilènes vivent en Catalogne, les Catalans vivent en Andalousie. Dès que tu vas, tu t'intègres. Ça veut dire que si moi, Cabral Libi, je viens dans la région Sawa, vous savez, il y a un dicton de chez moi qui dit que si tu vas chez quelqu'un, je ne sais pas comment dire ça en ma langue, mais je traduis. Tu vas chez quelqu'un, tu trouves qu'on pousse quelque chose avec le bâton. Prends aussi le bâton, tu pousses la chose. C'est pas parce que chez toi, on arrête la chose avec les mains, que là-bas, tu vas arrêter la chose avec les mains. De vous à moi, monsieur Essaka, moi, je mange la tortue. Je peux m'asseoir dans un restaurant à Bafia, je mange la tortue? Pas du tout. Ah ben pourquoi? Parce que ce n'est pas dans leur culture. Mais oui, je la respecte. C'est tout. Je la respecte. Est-ce que je vais donc dire, j'arrive à Bafia, dit donc le Bafia fiché le camp, je suis dans un pays qu'on appelle le Cameroun. Chez moi, je suis partout. Ah, j'entends ça. Je suis partout chez moi. Je sors mon sac, j'ouvre ma tortue et je me mets à bouffer ma tortue. Les Bafia vont me trucider parce que je suis venu les provoquer. C'est aussi bête que ça. C'est une chimère, monsieur Essaka, je le dis donc. C'est une chimère que de dire que tout le monde est partout chez lui. C'est une chimère agréable. C'est républicain. C'est une chimère républicaine. Oui, nous avons tous le droit d'aller partout dans notre pays. Mais en fait, ça ne veut pas dire que partout où on est chez soi. Et je prends un dernier exemple. Il y a quelques années, vous pouvez vous en souvenir, nous étions à Yaoundé et la poudrière avait pété. Un soir comme ça, là, ça pétait de partout. Le lendemain, je voyais des reportages où on croisait les gens à la sortie de Yaoundé avec leur matelas. Et on demandait, vous allez où? On rentre chez nous, disait-il. Mais Yaoundé ne pleure chez vous. Bon, à votre avis, le Vogada, lui, il prenait son matelas pour aller où? Mais il était mort. Il n'avait plus de village, parce que son village avait pris feu. Lui, il se battait pour éteindre le feu. D'où vient l'explosion? Comment je peux faire pour que l'explosion s'arrête? Non! L'autre, lui, ne cherche pas à éteindre le feu, porte son matelas, il va d'abord chez lui. Il dit, si c'est la mort, ça va me trouver chez moi. C'est un réflexe, parce qu'il a un chez lui. Ah ben, le lendemain, le même qui partait avec son matelas va vous dire que non, je suis chez moi ici. Attendons que ça commence. S'il sera toujours là, il va vous abandonner là. Ce que je dis là est une constante de tous les peuples du monde. Cela vaut pour entre Californiens et Texans aux États-Unis, entre Montréalais et je ne sais quoi là-bas chez toi au Canada, entre Sawa et Bassa au Cameroun et tout ce que vous voulez. Voilà le fédéralisme communautaire. Regardez les côtés positifs du fédéralisme communautaire. Regardez l'économie. Regardez le social. Regardez comment ça va nous développer. Regardez comment ça va nous propulser. Regardez ce que ça va faire de nous.
C'est ça le fédéralisme communautaire. Mais je suis conscient, M. Isaka, que tant que nous ne discutons pas comme nous sommes en train de discuter là maintenant, nous n'allons pas nous accorder. Je suis totalement d'accord. Sortir, et puis je ne dis pas que j'ai la science infuse, parce que je reste aussi convaincu que c'est en discutant avec vous comme je discute là, que nous allons ensemble, dès que nous tombons d'accord sur ce qu'il faut retenir, comme disait quelqu'un d'autre tout à l'heure, dans toute idée qu'on propose, il y a du bon, il y a du mauvais. Si nous trouvons que dans cette offre, il y a plus de bon que de mauvais, nous allons ensemble travailler à neutraliser ce qui est mauvais et à optimiser ce qui est bon. Voilà, j'ai été un peu long, excusez-moi, mais vous m'avez donné là l'opportunité d'aller aussi en profondeur sur certaines choses. Effectivement, M. Loubi, mais je pense qu'il y a tellement de choses à dire et j'ai attendu pour terminer. Je vais, comme on l'a dit, c'est un live pédagogique. Et excusez-moi, je me fais porte-parole de la jeunesse de toute ma communauté. Je pense à juste titre que je peux l'être. Ce que je veux dire, c'est que vous avez dit quelque chose, et pour un homme politique camerounais, c'est dangereux de continuer à tenir ce discours parce que c'est faire de la contre-pédagogie. Mais je peux comprendre que vous ayez quelques méconnaissances dessus. Okay. Pour parler de la région qui est la mienne, donc les Sawa, ce n'est pas que le peuple de l'eau. Parce que dans le grand groupe Sawa, vous avez donc les Sawa de l'eau, vous avez les Sawa de la forêt et vous avez les Sawa de la montagne. Et c'est ça le problème du grand Sawa aujourd'hui. C'est pour ça que nous nous battons, nous, dans notre socle traditionnel, à pouvoir fédérer, comme vous voulez le faire, pour que les gens comprennent que le Sawa, ça ne s'arrête pas à une histoire de Douala et les cousins directs de Douala. Non. Le Sawa, c'est l'ensemble de ça, c'est-à-dire les peuples de la montagne, avec le sud-ouest, le Fako, le coupé Manengouba et comment on appelle ça? Dans le Mundo. Vous avez les peuples de la forêt, c'est-à-dire vous, les Massa et les Mpo, et vous avez dans le Kam aussi les peuples de la forêt, et vous avez donc le peuple de l'eau. C'est tout cet ensemble déjà qu'on appelle les Sawa. Donc, ça c'était juste pour faire cette petite correction parce que vous avez fait un focus uniquement sur l'eau. Et dans ça, les autres se sentent un peu exclus. Et c'est ça le problème même du concept Sawa aujourd'hui, et je profite de la tribune pour apporter ces rectifications-là. Et c'est des discussions, dès qu'on apprend un peu la généalogie et l'anthropologie, on ne peut pas en discuter parce qu'au niveau des ancêtres, vous allez vous rendre compte que c'est les mêmes ancêtres. Maintenant, dans cette question d'autonomie, ce que vous avez dit, c'est magnifique. Mais c'est un peu exactement ce qui se passe aujourd'hui avec les conseils régionaux. Et vous voyez là où je veux arriver. Quand je vous ai posé la question sur comment est-ce que ces régions vont être organisées, quels vont être le statut, aujourd'hui nous avons des conseils régionaux qui existent. Nous avons des conseils régionaux qui existent, qui a eu de l'État central un transfert de compétences. Et pour parler de la région du littoral, par exemple, la dernière mandature, ils ont réalisé 0 projet. Le conseil régional du littoral a réalisé 0, je répète, 0 projet, malgré le fait que l'État central leur a délégué des budgets, leur a délégué certaines responsabilités. Donc c'est pour ça que je dis, s'il faut déshabiller Pierre pour appeler Paul, ou alors juste changer le nom, il faut bien revoir en profondeur, parce que ce que vous nous proposez, c'est ce que nous défendons. Est-ce qu'il ne faudrait pas donc plutôt changer la forme de l'État, c'est-à-dire complètement, est-ce qu'il faut sortir donc de cet État unitaire qui va décentraliser toute la pratique, sur la théorie comment on appelle ça, des compétences à ces régions autonomes sans leur transmettre les fonds, parce que dans ce que vous avez dit, si l'État unitaire central reste fort, on aura beau avoir des régions autonomes qui nourrissent des projets, comme vous l'avez dit dans le cas des mairies, mais si le budget doit toujours devenir de Yaoundé, nous avons un problème. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est dans l'élection même, et c'est ça qui est très important. Et nous l'avons vu avec l'élection au conseil régional. Pour ceux qui ont suivi les élections régionales, nous avons eu encore ce problème dans le littoral, où on nous dit que, par exemple, le secrétaire général de la région n'est pas originaire de la région du littoral, mais il est là parce que le parti l'a imposé et on a voulu donc qu'il soit dans ce bureau. Est-ce que selon ce que vous nous proposez, et dans ces élections, non seulement du bureau et du parti, est-ce que, il n'y aura pas donc cette imposition de partis politiques, de personnages centraux, ou alors l'imposition des mafias qui financent les partis politiques
pour nous imposer soit des candidats issus de notre région, soit des candidats fantômes issus de notre région et qui vont travailler non pas pour la région, mais pour ceux qui les financent. Donc, c'est des questions existentielles et profondes dont on se pose. C'est pour ça que je vous ai dit que c'était assez long. Je serais très heureux que vous et moi, nous organisions même au besoin des conférences publiques pour que nous débattions vraiment de tout ça. Bon, je retiens deux questions. La deuxième, elle est vraiment rhétorique. Parce qu'en fait, si vous me demandez si je veux combattre la mafia, la réponse est coup de source. On ne peut pas voir en voulant la maintenir. Non, moi je crois vraiment à l'autonomisation des régions, une fois que nous les aurons constituées. Et, Monsieur Essaka, c'est quoi l'élection? L'élection, c'est de donner la possibilité à un électorat de se choisir ceux qui vont le diriger sur la base d'un programme qu'il leur aura proposé dans une compétition politique. Et moi, je n'ai jamais compris pourquoi les gens votent pour quelqu'un et au moment où la personne là doit faire ce pourquoi il a été voté, l'État central nomme encore quelqu'un là-dedans. Ça n'a aucun sens. Les mairies, par exemple, elles sont bloquées sur ce point-là. On nomme le secrétaire général, on nomme celui qui gère les finances. Du coup, le maire ordonne, le gars, il ne fait pas. Et le maire ne peut rien lui faire parce que lui, il a été nommé par tel ministre ou tel ministre. Voilà autant de facteurs bloquants de la décentralisation au Cameroun. Donc, et ça, il faut le vivre. Hein. C'est-à-dire, c'est quand vous dirigez un parti qui gère des communes et tout ça, que vous vous rendez compte qu'en fait, au-delà du blabla qu'on raconte, c'est là que vous découvrez toutes les nuances qu'il y a dans ces choses-là. Et c'est tout ça qu'il faut changer. Je vous invite vraiment, un jour, si vous avez une minute, jetez un coup d'œil sur ce que nous proposons, vraiment sur ce que nous appelons la décentralisation aboutie. Et votre question, elle a dit quoi pour la réponse coule de source. Il faut sortir de l'État unitaire, de l'unitarisme. C'est ce que je l'ai lu tout à l'heure et j'espère que vous êtes là depuis. Il faut que nous entrions dans un État plural. Un État plural ou pluricommunautaire. Que nous l'acceptions. Nous sommes une diversité. Notre richesse est dans la diversité. Je dis souvent prosaïquement, tant que nous désobéirons à Dieu, qui a fait de nous une pluralité, nous ne décollerons jamais. Parce que la puissance qu'il a mise en nous réside dans l'émancipation de notre pluralité. Faisons vivre nos entités autant qu'elles sont, et elles relâcheront la richesse qui est enfouie en elles, dont l'État, donc, au-dessus, qui est notre alcôve à toutes, sera le réceptacle. Le fédéralisme... Je suis obligé de vous arracher la parole. Je vais finir rapidement. L'État n'est que le produit de ses racines. C'est comme un arbre. C'est-à-dire que les feuilles de l'arbre dépendent de l'état de santé de ses racines et de ce que ses racines puisent en dessous. Notre pays ne sera ce que nous voulons qu'il soit que lorsque il se nourrira de ce que ces communautés ont. Maintenant, juste une boutade. Quand vous avez fini de définir le grand Sawa, et c'est là où l'exercice de consensus sera intéressant, vous dites que moi qui vous parle, je suis Sawa. C'est ça, non? Tout à fait. Alors, demandez-moi, est-ce que je me sens Sawa? Non. Ça se voit. Et c'est ça donc qui est intéressant. Ça veut dire que quand nous allons reconstituer les régions, justement, nous n'allons pas imposer des choses aux gens. Nous allons les délimiter par rapport aussi à leur ressenti. C'est par rapport à leur ressenti. Parce que comme je le disais tout à l'heure des migrations, vous savez, à une époque, un Bororo ne pouvait pas te désigner un village. Il te répondait que mon village est partout où je vais avoir mon bétail. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Le Bororo aujourd'hui s'identifie à un espace où il s'est sédentarisé. Mais si tu continues à considérer le Bororo comme un nomade, tu te prends le mur sur le village. Tu es obligé de reconsidérer ta perception du Bororo par rapport à un certain nombre d'évolutions qu'il y a eu dans sa vie. Et c'est pour ça que je réponds à ceux qui disent que oui, nous devons être un pays où tout le monde est chez lui.
Bon, évidemment, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une chimie, c'est une chimère, et je pense d'ailleurs que c'est une entourloupe. Parce que la plupart du temps, ceux qui vous disent que oui, moi je pense qu'on est chez soi partout, regardez bien son comportement au quotidien, il a un chez lui. Donc il dit ça pour d'autres raisons, mais en fait la vérité c'est qu'il a un chez lui. Et je ne partage pas tout ce qu'il dit. Mais il y a, c'est M. Elimelo qui souvent il dit, ok, quelqu'un vous dit qu'il a Douala, mais quand il y a deuil, il part donc dans son vrai village. Oui, mais parce que les deuils, par exemple, sont des événements malheureux qui nous montrent en fait où sont les vrais villages des gens. Parce que c'est là-bas qu'ils sont enterrés, c'est là-bas qu'ils vont enterrer ce qui leur est le plus cher. C'est là-bas même les mariages. Même là-bas où ils vont se marier aussi. Voilà. Et c'est là-bas où ils vont voter pour certains. Vous l'avez dit tout à l'heure. Bien sûr. Mais bien sûr. Les gens ne le savent pas. Il faut l'expliquer. C'est pour ça qu'il faut l'expliquer à vos militants. Il faut donc dans tout ça une... Parce que par exemple, pourquoi tu continues donc? Il y a eu, et c'est pour ça qu'il faut beaucoup de pédagogie dans ce que nous proposons. Ça prendra le temps que ça prendra. Parce que malheureusement, les gens, parfois dans la colère, récupèrent le fédéralisme communautaire comme étant une autre politique qui vient chasser les gens et les renvoyer chez eux. Non, absolument pas. Mais la richesse même d'une ville comme Douala réside justement dans sa capacité à accueillir tous les autres peuplements. Moi, je pense qu'on devrait plutôt célébrer le Douala pour avoir ouvert ses bras à d'autres. Mais le Douala vous dit que j'ai été gentil en ouvrant mes bras aux autres. Est-ce que ça veut dire que moi, je n'ai plus droit à un village? C'est tout. Là où je fais ma fête traditionnelle, vous venez construire une cimenterie. J'ai un problème. Parce que je communique avec mes ancêtres à cet endroit-là. Le Vouri est quand même long. Il y a plein d'endroits où vous pouvez faire votre cimenterie. C'est juste un exemple que je prends et je ne dis pas que ça a eu lieu. Mais je donne juste des exemples qui montrent que chacun d'entre nous a le droit de se sentir chez lui. Et nous autres, quand nous allons chez d'autres, on les respecte. On doit les respecter. Parce que quand vous allez en Chine, vous ne faites pas ce que vous voulez parce qu'on dit qu'aujourd'hui le monde est un grand village et que c'est la mondialisation et que tout le monde est partout. Il n'y a plus les visas. Il y en a, non? Ah bon? Donc il faut qu'on arrête avec ces discours faciles où les gens essayent d'exploiter des ignorances ou des trucs. Non. Construisons un peu. Bon, c'est ça. On aura l'occasion, vous et moi, de poursuivre. Je vais faire. Merci beaucoup. Je vais faire en sorte que ça se fasse. Je voudrais simplement leur dire, président, ce que vous n'avez pas compris, ben, je suis obligé de le dire là. Il y en a qui ont une politique quand ça vient pour les présidentielles, et il y a une autre politique quand ça vient pour les locaux. C'est le cas de monsieur Essaka que vous voyez. Quand c'est les présidentielles, il est ailleurs. Et quand c'est les locaux, il commence à voir le danger, il est ailleurs. C'est mon frère, hein, je peux le titiller. Donc on se comprend ici, c'est un peu les gens qui jouent un petit jeu. On leur dit que pour appliquer le programme d'un président, pour appliquer le programme, il faut le voter. Si le fédéralisme communautaire avait été voté, on serait avec le fédéralisme communautaire, avec vous, président. Mais ils ont voté pour le libéralisme communautaire. Libéré. Qui s'intéresse? Peut-être qu'après l'échange de ce soir, il va nous rejoindre. Monsieur... Non, c'est quelqu'un de bien. En nous rejoignant, éventuellement, il viendra avec des idées que nous pourrons ensemble appliquer. Donc, merci beaucoup, monsieur Libi. Merci pour votre disponibilité. Merci. D'où je viens. À très bientôt. On va aller clôturer. Je vois Régime Mathieu. D'où je viens, mettre ta caméra, on va aller clôturer. Je ne veux pas de problème, chef. J'ai vu Régime Mathieu qui disait là qu'elle voulait monter. Mais j'imagine que, comme son frère Essaka est monté parler, elle voulait monter aussi pour nous dire là. D'accord. Les modos sont là, faites monter Régime, s'il vous plaît. Merci beaucoup. D'où je viens, ta caméra. Monsieur Charles, excusez-moi, je suis à Yaoundé dans le moment, on a coupé le courant dans ma zone. Vas-y, d'où je viens, vas-y. La caméra. Tu as beaucoup bossé. Quand il était temps de bosser. Merci, président, bonsoir. Et comme d'habitude, c'est un plaisir pour moi de vous voir. Régime, ta demande. Nous avons été tous victimes, je peux dire particulièrement nous à Yaoundé 5, de nos résultats à Yaoundé 5. Et comme je dis toujours, c'était en même temps déplorable et gratifiant de savoir que on ressentait une déception que peu de personnes pouvaient ressentir. Et c'était un privilège, en même temps c'était choquant. Je ne sais pas si
pouvez comprendre ça. Maintenant, dès que je l'ai dit, Président, j'ai écouté beaucoup de choses qui sont dites sur le panel, Président. Moi, je l'avoue, je suis originaire de l'océan par mon père Batanga et Boulou par ma mère. Et je milite à Yaoundé 5, Président. Et c'est vrai, chacun d'entre nous, un chez nous, un chez lui, un chez soi. Et je profite pour l'occasion pour vous dire, j'ai été frappé d'admiration pour mon président, qui est sûrement quelqu'un que vous connaissez, le Doukanko, qui fait un travail énorme à Yaoundé 5. Actuellement, nous sommes sur une sensibilisation tous les dimanches dans les rues de Yaoundé 5. Nous faisons des marches, nous essayons en même temps de créer des marches, des activités sportives pour aller marquer le 11 février et tous les événements qui viendront après, parce qu'il est question non seulement de faire des marches pour créer des comités comme les stratégies que vous nous aviez élaborées à la base, et ainsi de suite. Lorsqu'il fait en sorte, pour moi, je vous assure, pour ces activités et mes responsabilités professionnelles, j'ai d'abord opté de suspendre TikTok de mon téléphone, mais je l'ai remis parce que j'ai vu que vous étiez en live, et soyez là, je le referai parce qu'il est question pour moi d'être plus acteur sur le terrain, et puis peut-être pendant la campagne, je reviendrai encore sur TikTok. Président, j'ai écouté tout ce qui a été dit. Je vais d'abord répondre je vais d'abord dire deux choses à M. Sagassi, si vous me permettez, à la base. C'est que je l'invite à regarder ce qui s'est passé dans une émission présentée par M. Dipita Tongo au canal 2, où il y avait Marem Notorenaru Batanga, et c'est un chef traditionnel. Où, quelque part, le problème de l'autochtonie, réellement pour moi, je trouve qu'on l'analyse mal, parce que jusqu'à preuve le contraire, les chefs Sawa, après le cas d'Ikolo, ont décidé d'organiser des associations pour amener les communautés locales à intégrer la politique. Président, je suis représentant de la communication dans mon arrondissement. C'est moi qui suis censé alimenter les débats politiques et autres choses. Je vous assure, lorsqu'il est question, par exemple, des listes que nous sommes en train de constituer, je tape sur toutes les portes, j'interpelle les autochtones comme les allogènes pour qu'ils puissent avoir un maximum de représentativité sur nos listes. Et parfois, je reçois des silences, des noms sans recul. Mais je ne m'arrêterai pas. Je continuerai toujours de les rappeler qu'il est temps qu'ils adhèrent au mouvement et qu'ils ne se disent pas que le PCRN, parce que je vous donne quelques éléments, chaque jour en semaine, nous faisons l'effort de balancer des messages privés en leur faisant comprendre que le parti politique PCRN a besoin d'eux, et que ce n'est ni un parti ethnique, c'est un parti qui appartient à tous les Camerounais et qui devrait s'insérer en sachant que, comme vous l'aviez vous-même dit, tout Camerounais qui adore PCRN devra avoir pour objectif principal prendre la tête un jour. Par conséquent, je les pousse et je les motive à cela. Mais président, vous me verrez peut-être obligé de vous dire, j'aime Yaoundé, président. Bien que je vais aller, je souhaiterais commenter dans mon village, j'aime Yaoundé. Je sais. Et mon président a eu la forte responsabilité à Yaoundé 5 d'organiser le 11 février à 2 reprises. Créer des activités dans mon arrondissement, le président. Et je ne saurais vous le cacher, mon intérêt particulier, c'est qu'il puisse être maire, bien qu'étant originaire de l'ouest de Yaoundé 5, pour le travail qu'il a fortement abattu dans mon arrondissement. Et pour conclure, président, Yaoundé 5 m'a tout donné, ma naissance jusqu'à ma vie actuelle, je l'ai construite à Yaoundé. C'est vrai, je souhaite voir Yaoundé en grand, bien qu'étant originaire d'ailleurs. Est-ce que j'ai ce droit de souhaiter prendre des responsabilités à Yaoundé, bien qu'étant pas originaire de Yaoundé? Merci, président. Alors, je l'ai dit, vous savez, comme ça, c'est des chats. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que bien tout le monde dans le projet que nous avons, et c'est l'orientation que nous allons donner, tout le monde peut être candidat partout. Je crois que le débat que j'ai eu avec M. Isaka était lié davantage à la responsabilité au sommet.
président de région, maire. Et j'ai dit tout à l'heure, et on revient dans le débat, que oui, voilà ce que nous proposons. Mais moi, j'ai toujours été dans une approche consensuelle. Effectivement, on va débattre de tout cela. Et ça me permet d'aborder un sujet qui est souvent un angle mort de notre proposition, que j'aurais peut-être dû aborder tout à l'heure, c'est ce que j'appelle la naturalisation communautaire. Et l'exemple que j'aime toujours prendre, c'est celui de la naturalisation tout court, connue au niveau de la nationalité. Tu es toujours là? Elle a pris le micro. Oui, président, je suis là, président. Un Indien a-t-il été élu maire à Londres ou pas? Si, président. Actuellement, un Arabe est-il maire de New York? Oui, président, effectivement. Voilà, ça dit tout. C'est ce que j'appelle la naturalisation communautaire. Je peux être natif de Garoua. Je m'intègre à Douala. Je travaille à Douala à un point où les Douala même veulent que je sois leur maire. Et ça, c'est ce que j'appelle dans l'angle mort de notre débat. Et quelqu'un l'a dit tout à l'heure, il faut toujours donner la possibilité à la population de choisir. Parce que par-dessus tout, nous sommes en démocratie. Est-ce qu'on se comprend très bien? C'est là le débat. Parce que je suis totalement d'accord. Ce n'est pas parce qu'on est natif qu'on mérite la confiance et qu'on aime forcément un endroit. Quelqu'un qui n'est pas natif peut se montrer plus attaché à un endroit géographiquement que celui qui en est natif. C'est lisible par ses attitudes, par son comportement, par le travail qu'il a là-bas. Une famille peut s'établir dans une ville, faire des choses à un point incroyable que les natifs de cette ville n'ont jamais pu faire. Et cette personne méritera naturellement d'en être l'idylle. C'est pour cela que je vous disais tout à l'heure que, oui, sur le principe, on doit pouvoir souhaiter que quelqu'un qui est natif de quelque part soit celui qui est l'élu principal de cet endroit. Mais les natifs même de cet endroit peuvent décider que quelqu'un qui n'est pas natif de chez eux soit le maire ou le président ou tout ce que vous voulez. Ça, c'est un peu la limite justement de la loi. C'est la petite limite de la loi de 2019 que j'ai défendue. Parce que justement, on a fermé la porte à ce que peuvent vouloir les natifs d'un endroit. Je ne sais pas si on se comprend. Donc ça, c'est aussi un élément. Et vraiment, je te remercie parce que dès que tu as pris la parole, je l'ai noté, ce que j'appelle la naturalisation communautaire. Mais oui, moi, je vais vous dire, je prends le cas des Ezeka, où j'ai fait mes études, une bonne partie de mes études. Il y a une famille à Ezeka qu'on appelle la famille Babaya. C'est quelqu'un qui est, je crois d'ailleurs qu'un descendant de cette famille est actuellement conseiller municipal à Ezeka et président de la commission de finances. C'est une famille établie à Ezeka, personne ne sait même plus depuis quand. Tous les enfants, tous les gens de cette famille, ils ont des traits peuls, parce que c'est des peuls, ils ont des traits peuls. Hein. Mais tous les enfants de cette famille parlent le bassa comme moi qui vous parle ici, je ne parle pas. Okay. Et cette famille a été l'une des premières familles à faire des réalisations économiques dans la ville d'Ezeka. Ce qui fait qu'aujourd'hui dans la ville d'Ezeka, quand vous parlez politique, ce que pense cette famille compte. Et pour toutes les formations politiques. Si vous vous levez à Ezeka contre cette famille, quel que soit le discours que vous tenez, les premières personnes qui vont se lever contre vous et pour vous arrêter, c'est justement les natifs d'Ezeka. Et vous voyez que ce que je vous dis là est sain. C'est sain. C'est naturel. C'est logique. Doit-on fermer la porte à ça? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Donc il faut qu'on intègre cette hypothèse et cette ouverture qui veut que les intérêts d'une localité identifiée géographiquement peuvent être autant et dans certains cas mieux défendus que des natifs communautairement naturalisés. Mais ceux-là, on les connaît.
C'est ce que... Et donc, j'ai répondu à ta question. Président, le temps de chaleur, merci de l'opportunité qu'on m'a donnée. Monsieur le Président, sur votre coupole, je voulais interpeller les Camerounais qui sont sur le net en leur disant, nous à Yaoundé 5, nous souhaitons vraiment le soutien de la diaspora, des Camerounais de la diaspora, originaire de la localité. Nous sommes ouverts et nous voulons vraiment qu'ils puissent nous accompagner dans notre activité. Parce que comme on dit, les élections, c'est une autre chose et nous sommes disposés à travailler avec tout Camerounais qui soit de bonne foi et près de justice pour l'intérêt de Yaoundé 5. D'ailleurs, le président de Yaoundé 5 a même mis un dispositif pour accompagner au moins 10 candidatures féminines et masculines des personnes handicapées à mobilité réduite et des dames en priorité pour qu'ils puissent être candidats à Yaoundé 5. Monsieur le Président, vous aviez un représentant fort à Yaoundé 5 et je suis son... Amadou Kanko, qui est un frère que je connais depuis la fac, hein. Peut-être qu'il ne vous l'a pas dit. On se connaît depuis de très longues années. Et il abat effectivement à Yaoundé 5 un travail incroyable. Et que si le PCRN ne l'intègre pas, c'est qu'on est fou, quoi. Ok, je voudrais dire que nous sommes ici à ma montre. À la montre, on est ici depuis à peu près 5 heures de temps. Je vais devoir conclure le live. Nous avons demandé qu'il parle. Il a parlé. Et je vais simplement lui laisser le dernier mot. S'il avait quelque chose à dire afin qu'on ait conclu ce live. Une autre fois viendra, peut-être. On en reparlera pour d'autres choses. Aujourd'hui, c'était vraiment une sortie, je vais dire, dans les réseaux, pour que les questions, tout ce qu'on se pose comme question, soit vu aussi à tout le monde. Honorable, si vous aviez un dernier mot, on vous écoute. Écoutez, moi, ça a été pour moi un grand plaisir. J'espère que ma disponibilité a rendu possible l'élucidation d'un certain nombre de choses. J'espère que ça a apporté des réponses à des questions que les gens se posaient. Je crois que j'ai parlé sans détour. Hein. Voilà, j'ai abordé toutes les questions qui ont été soulevées. Et là encore, je ne suis pas sûr que beaucoup de leaders politiques ont souvent le courage de se prêter à ce type de choses. Quelqu'un parlait de mental. Ça veut dire que, on a des convictions. Moi, je ne sourcille pas. Hein. Je veux dire, quand je peux, je dis que je peux. Quand je peux pas, je vous dis que je peux pas. Quand j'apprends en écoutant, je dis que j'apprends, en toute humilité. Je suis pas le leader politique qui viendra vous dire que je suis l'alpha et l'oméga de tout. Maintenant, tant que ça se fait dans la cordialité, dans dans cet esprit-là, la courtoisie, je crois que ça se passe bien. Maintenant, j'ai le regard sur mon téléphone et je vois effectivement tout ce qui insulte, tout ce qui provoque, tout ce qui... Mais écoutez, c'est ça la démocratie. Mais là, comme je le disais tout à l'heure, ceux qui voulaient que le live se tienne ont été plus nombreux. Ils ont su endiguer les attaques. C'est ce que je dis toujours. Et ceux qui venaient avec les insultes ont été neutralisés ou ridiculisés par ceux qui étaient pour que les choses se passent bien. C'est ça la démocratie, c'est le rapport de force. Mais s'ils avaient réussi à arrêter ton live, eh ben, je t'aurais dit, t'es faible, t'as été battu. J'aurais dit aux nôtres, vous avez été faible, vous avez été battu. Mais là, vous avez été fort, je vous respecte, parce que l'adversité, elle est forte, et que c'est comme ça. Moi, en ce qui me concerne, je reste égal à moi-même. Je sais ce que j'ai vu, Monsieur Tchala. Je sais ce que j'ai vu. Dieu m'a pris de quelque part et il m'amène quelque part. Et tout ce que nous traversons est justement l'attestation, la preuve de ce que nous allons quelque part. Si vous croyez que vous allez avoir une trajectoire de vie intéressante, sans embûches, sans défi, c'est que vous vous trompez. Ça n'existe pas. Ça n'existe nulle part. Et nous construisons en avançant. Nous avons des idées, nous avons des offres, nous avons une offre. Elle n'est pas parfaite. Nous l'améliorons au fur et à mesure que nous avançons en intégrant ce qui permet qu'on améliore. Et merci à vous pour tout le combat que vous menez. Parce que je sais que les réseaux sociaux, c'est un combat semaine. La suggestion que je vous ferai, parce que je sais comment ça se passe dans votre monde des réseaux sociaux, une fois qu'on a fini un échange comme ceci,
conservez-le bien, parce que vos adversaires, nos adversaires, vont sectionner certains endroits qu'ils vont essayer de sortir de leur contexte et qu'ils vont viraliser pour déconstruire ce qui a été fait. Charge à vous donc, une fois qu'ils l'ont fait, d'abord charge à vous. On a dit tellement de choses, on a commencé à 17h, il est bientôt 23h. On a dit tellement de choses, je présume que l'échange a été dense. Donc vous, pour les besoins de communication, vous allez couper, vous allez sectionner les parties que vous pensez qu'elles permettent de continuer la pédagogie par elles-mêmes, par leur viralisation. Et vous allez, chaque fois que l'adversaire va essayer de sortir un propos de son contexte, de faire le bon découpage qui permettra à ceux qui auront vu cela d'être au fait de ce que nous aurons dit, de ce qui se sera fait. Donc voilà, merci encore pour ce moment d'échange. C'est pas tous les jours évidemment que je me prêterai à ce type d'exercice, parce que là bientôt on va convoquer le corps électoral et nous allons nous plonger dans une autre campagne qui va se terminer en mai. Enfin, rien qu'à y penser, j'ai la barbiche qui blanchit encore plus. Parce que c'est nous. De sa part, voilà. Remercions. Merci encore à vous. Bon, c'est vous qui m'avez fait monter, donc je crois que c'est vous qui allez me faire descendre. Ça fait partie. Je vais faire en sorte que vous descendiez. Je voudrais simplement vous dire. Je vous dis bonne soirée à vous. Je voudrais simplement vous dire. C'est ça. Je voudrais simplement vous dire, je vais conclure avec vous là. Merci pour le temps, parce qu'ils ne sont pas nombreux les leaders politiques qui acceptent de venir sur la toile et parler aussi aisément que vous l'avez fait. Il y a d'autres qui se prennent peut-être pour des rois, ils ne sont même pas capables de venir là, mais nous, on a la chance dans le PCRN de vous avoir. Nous étions dans le doute, nous étions dans le questionnement, d'autres qui sympathisent ou même qui vous regardent de loin étaient, par exemple, mon très cher frère Isaka, que vous avez vu là, c'est vrai, hein? On prend des panels, on se tape dessus pendant un long temps, il est quitté de là avec quelque chose, ça permet d'aller et de continuer ceci. Merci infiniment à la chambre, comment je dis ça? Parce que la chambre de communication PCRN que nous demandons, M. Cabral, qu'elle soit un peu plus digne, un peu plus vivace quand elle est sur le plateau télé. Bonne soirée à vous dans vos activités. Merci de nous l'avoir accordé, de vous poser ces quelques questions. Ciao, ciao. Comme j'ai l'habitude de dire, boum! Voilà. Et c'est parti. On arrête ça.